Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision tous les matins. Nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 15 ans en terre guinéenne. Il faut le faire. Merci à vous tous qui nous écoutez à l'international via Sola Média, évidemment. Mais si vous êtes en Guinée profonde, vous nous écoutez à Mamou sur 99.7 à modulation de fréquence. Même fréquence du côté de Dabola, 99.7 également à modulation de fréquence. Fréquence unique du côté de l'Abbé. Vous nous écoutez également à Bokeh sur 99.7. L'Abbé, Espace Fouta, évidemment. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Avec plaisir. Vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro reste inchangé, évidemment. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG, mesdames et messieurs. On parlera politique dans votre émission ce matin. Et puis, on s'intéressera aussi au sujet qui vous intéresse avec un invité de taille. Vous allez comprendre un peu plus tard dans notre émission avec notre enquête et aussi à suivre un peu plus tard avec vous, Jacques Liwa Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, la fête, ça s'est bien passé? Oui, bien. Bien. Très bien fêté. J'imagine, avec les enfants surtout. Oui. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine. Il tenait à ça. Ouais, j'imagine. Il tenait à fêter ici. Ouais. Ça, c'est du Jacques, voilà. Et c'est comme ça. En tout cas, joyeuse fête. Heureusement, ça s'est bien passé. Voilà, heureusement. Heureusement, ça s'est bien passé. Et c'est le plus important. Délestage, moi, j'étais hier vers Lambagne vers 22h, Jacques. Je comprenais pas. Parce que quand on dit délestage et tout ça, il faut vivre en fait pour comprendre exactement ce qui se passe avec cette conférence de presse. J'ai écouté le directeur des DG qui, ma foi, essaie de trouver des arguments, même si ça ne tient pas. Bon. Alors, il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Ouais. Disons, ce que le DG et DG essaye de nous dire, faire comprendre, ouais, c'est qu'il n'y a plus de délestage à Conakry. Il y a juste des coupures dues aux travaux sur le réseau. Oui, parce que la ligne est surchargée. La ligne est surchargée. Ouais. La question du transport continue de se poser parce que la quantité qu'on produit avec le barrage de Souapiti n'arrive pas à être envoyée ici parce que tout simplement la ligne qui a été faite n'a pas, si vous voulez, n'a pas les capacités requises pour recevoir cette quantité. Oui. Et donc, il a fallu, n'est-ce pas, se battre pour entrer dans le projet avec l'OMVG qui permet aujourd'hui, par exemple, à Bokeh d'avoir du courant 24 l'interconnexion. Ouais. Ça, c'est l'explication qu'il nous donne. Ouais. Et vous étiez à Lambaye hier, oui, j'y étais aussi, tard la nuit d'ailleurs, et j'ai pu voir ça. Mais c'est je crois qu'en bas là-bas, il y a quand même un problème. Il y a des délestages. Quand Marab en parlait dans ce studio, on écoutait. Mais là, j'ai vu ça hier nuit et je l'ai vu sur le trajet. Direct, le trajet. Même dans Koza ici. Même dans Koza, en tout cas. Koza a sursauté, elle te regardait avec de gros yeux. Elle avait le courant chez elle, mais de l'autre côté, elle n'avait pas. Tu te rappelles quand on traversait, je vous ai dit, mais il n'y avait même pas de courant de l'autre côté aussi. Non, mais c'est terrible. Alors, il y a quand même beaucoup d'informations qu'on essaye de chercher. Le DG, il a anticipé. Nous aussi, nous avons fouillé un peu. J'imagine. Voilà, c'est qu'il essaye de nous faire comprendre parce que il y a la question du bateau. La question du bateau turc qui est venu parce que le bateau était là et d'après les informations, quand il y avait des périodes d'étiage, on ne pouvait pas compter sur la quantité qui partait de Kaleta et de Souapiti. Donc, le bateau compensait, n'est-ce pas, le déficit ici à Conakry. Sauf que le bateau turc, il faut le rappeler, le bateau turc qui coûtait 4 millions de dollars. 4 millions de dollars par mois. 4 millions de dollars, en tout cas selon le DG qui coûtait 4 millions de dollars par mois pour compenser. J'ai écouté le grand direct. Et c'est qu'il ajoute qui peut s'entendre comme une gravité quand même. C'est grande gueule. Qu'on utilise ou pas, les 4 millions de dollars devraient être payés. C'est-à-dire même si le bateau était à l'arrêt, ça ne fonctionne pas. Par exemple, les périodes de crues, comme en saison des pluies, le bateau ne fonctionne pas. Mais il dit que la Guinée était dans l'obligation de payer les 4 millions de dollars. Oui, parce que c'est contractuel. C'est ce qui a été dit. Okay. Parce que ce que nous avons comme information, ce n'est pas ça. C'est autre chose, d'accord. C'est autre chose. D'accord. Mais il semble que... Lamine, toi, tu as vu le contrat? Non, j'ai pas vu le contrat. Je ne fais qu'écouter. Je me réfère à ce que le DG a dit hier. Voilà. Au propos du DG, il semble montrer le contrat. Des grandes gueules.
Pour terminer avec sa version, c'est qu'en novembre, il a décidé d'abord, depuis février 2022, le contrat. Il dit qu'il y a un contrat qui a été signé et la société, donc l'ancienne direction DDG a décidé de proroger ce contrat pour 6 mois. Et que ça devrait prendre fin en février 2022. D'accord. Bon, après, lui, à partir de novembre, il a décidé d'arrêter parce qu'il a estimé que c'était des dépenses inutiles. Novembre ou décembre? Non, c'est en novembre. Voilà, c'est en novembre 2022 que lui, il a décidé d'arrêter parce que l'argent était payé, mais le courant ne nous servait pas à grand-chose. Le bateau ne nous servait pas à grand-chose. D'après ce le montant qui était payé. Oui, le montant est quand même colossal, en tout cas, comme il l'annonce. Les informations que nous avons, les voici, Lamine. Et je pense que le bateau, selon donc les sources d'information, est arrivé en Guinée par simple amitié. Simple amitié entre Erdogan et Alpha Condé. Alpha Condé qui part en Turquie et qui exprime un peu les besoins que nous avions à l'époque. Même avec le barrage Kaleta, on avait encore du mal à répondre aux besoins. Et finalement, Erdogan lui dit qu'il peut lui envoyer un bateau. Ça ne va pas lui permettre d'avoir de l'énergie pour faire fonctionner l'industrie guinéenne, mais pour les besoins sociaux, que ça peut aider. En tout cas, pendant les périodes d'étiage, ça peut, n'est-ce pas, compenser le déficit que les barrages peuvent laisser. C'est comme ça, donc, le bateau est arrivé. Des grandes gueules. Après, donc, les informations, c'est de façon gratuite. Et il semble, sauf si on produit à partir d'aujourd'hui la copie du contrat, il n'y en a pas eu. Donc, la Guinée s'est juste engagée à alimenter le groupe avec donc du carburant. Donc, on devrait juste l'alimenter quand c'était nécessaire. Quand c'était nécessaire, on l'alimente pour faire tourner, n'est-ce pas, le bateau et compenser le déficit qui était ici à Conakry. Voilà sur quelle base Alpha s'était entendu avec Erdogan. Et puis le bateau est arrivé à Conakry. Donc ça a fonctionné, ça n'avait pas de problème majeur. C'était toujours le cas. À chaque fois qu'il y avait la période d'étiage, pour ceux qui sont à Kaloum, ils pouvaient percevoir, n'est-ce pas, la fumée en haute mer. C'est le bateau qui tournait pour compenser, n'est-ce pas, le déficit. Après arrive le 5 septembre avec toutes ses conséquences et ce voyage d'Alpha Condé vers la Turquie sans passeport, bien sûr. On a largement commenté ça. Et finalement, on va faire ce qu'on a déjà commenté ici, c'est-à-dire on va mettre sur la balance les affaires turques à Conakry pour avoir, n'est-ce pas, Alpha Condé au pays lorsqu'il va commencer à faire des sorties. Ce qui va se passer, c'est que le représentant de Al-Bayrak en Guinée, vous le savez, c'est Lobo de M. Erdogan. Il va donc dire je commence à avoir des soucis avec les nouvelles autorités. Et il dit que on veut nous créer des problèmes du côté de Alport. Et puis pour bien d'autres choses, il se pourrait que finalement, si le monsieur il ne revient pas, qu'on ait des soucis. Ce que la réponse qui serait venue d'Ankara, c'est de dire écoutez, pour l'électricité par exemple, c'est un don que j'ai fait à un ami, et puis le monsieur m'a trouvé ici sans passeport carrément. Pourquoi on m'obligerait, n'est-ce pas, à l'envoyer? Lui, il disait que c'est un ami, il le reçoit, et puisqu'il n'a pas de passeport, il le garde pour ce qui concerne les affaires d'Aïl-Barak. Des grandes gueules. Il serait allé jusqu'à dire si on vous fatigue, emballez tout et puis quittez, vous avez des affaires dans d'autres pays. Ce qui s'est passé donc avec le bateau, finalement, puisque on a continué à poser des problèmes autour, on est allé même jusqu'à dire que finalement le bateau ne servirait pas à grand chose. C'est comme ça donc le bateau, contrairement à ce qui a été tenu hier comme discours, selon quoi le bateau ne nous servait plus à rien, c'est pourquoi on l'a laissé partir. Contrairement, c'est les Turcs qui ont repris leur bateau à cause de l'histoire avec donc monsieur oui, l'ami. Maintenant, depuis les Turcs qui ont repris le bateau. Et on serait allé jusqu'à mettre au défi s'il y a un contrat. Et puis si on a payé quelque chose pour ça. Parce que c'est arrivé. Des grandes gueules. On dit juste vous vous occupez
de l'alimenter avec le groupe électrogène, disons, avec le carburant pour faire tourner pendant les périodes d'étiage. Et finalement, si évidemment on n'en avait plus besoin, nous on peut le prendre parce que ce n'est pas un achat, c'est pas une location, c'était encore une fois un don selon les informations que nous avons. Encore une fois, EDG a la possibilité, n'est-ce pas, de produire ou disons de publier ce rapport-là, non, ce contrat qui est lié à ces bateaux. En tout cas, selon ce que nous avons comme information. Donc le bateau était là gracieusement. Gracieusement. Et pourquoi il dit qu'on paye 4 millions de dollars par mois? Non, attention. À la fois les frais d'entretien quand même du navire, parce que il y a un personnel à bord, il faut le payer. Il y a le navire lui-même, il consomme de l'huile, du carburant lui-même. Mais ensuite, les groupes qui fournissent l'énergie à la ville, c'était quand même à la Guinée de carburer ces groupes-là. Il y a le câblage, il y a tout un travail. Vous nous apprenez ce matin. Mais ça, c'est la Guinée qui prenait maintenant, la question fondamentale, parce que le DG des EDG dit que ça tourne ou pas, que ça donne de l'électricité ou pas, que la Guinée paye 4 millions de dollars. Or, le bateau, à la base, selon les informations que nous avons, Alpha et Erdogan se sont entendus de compenser le déficit pendant les périodes d'étiage. Donc ça ne tournait que pendant les périodes d'étiage. Pourquoi était-on donc obligé de payer chaque mois 4 millions de dollars? Finalement, la question, elle est à ce niveau-là. Voilà, très bonne question évidemment. Madame Yoro, voilà, on a écouté Jacques qui nous apprend ce matin, apparemment ce n'est pas du tout contractuel. Oui, en fait, c'est gravissime. J'ai écouté le directeur quand il dit qu'il n'y a plus de délestage en fait et qu'il n'y a que des coupures. C'est à peu près la même chose. Je suis parti chercher délestage, ça veut dire quoi? Et c'est quand il y a des coupures justement comme ça, parce qu'on veut peut-être maintenir le réseau intact, parce que justement il y a une surcharge ou bien qu'il y a des besoins pour la cause on coupe. Et donc, il y a justement des délestages. C'est le cas qu'on a vécu hier nuit. Chez moi, je n'avais pas... Moi, j'avais le courant. Mais de l'autre côté, les voisins n'avaient pas le courant. Et ça, quand j'étais partie quelque part, je rentrais un peu tard la nuit, j'ai vu que de ce côté, c'était complètement sombre. Et c'est ça, justement, le délestage. Mais qu'on nous explique, qu'on nous apporte des explications plus claires là-dessus pour dire pourquoi cela se passe. Moi, je comprendrais. Mais les délestages, il y en a. Et il y a des coupures jusqu'à présent. Et surtout qu'on nous dit vrai, c'est important. Qu'on nous dise la vérité. Par exemple, par rapport à ce bateau, qu'on nous dise que cela fonctionne ou pas, on était obligé de payer. Pourquoi était-on obligé de payer? Est-ce qu'il y avait un contrat qui disait qu'il fonctionne ou pas, il faut payer tel montant? Parce que si ce n'est pas sur une base contractuelle, je me demande pourquoi on paye 4 millions de dollars. C'est pas quand même... voilà, après peut-être c'est des frais d'entretien, mais même ça c'est trop quand même. 4 millions de dollars, c'est énorme. J'ai bien compris. J'ai bien compris, c'est 4 millions de dollars. Oui, c'est pas 4 millions de francs guinéens. Et quelque chose qui quelquefois ne donne pas, ne fonctionne pas, ne donne pas le courant. En fait, il y a tellement de... Je sais pas, tellement de choses sombres qui se passent dans ce pays. Je pense qu'il faut être clair avec les gens. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bateau? Y avait-il un contrat? Les explications, les informations que nous avons disent qu'il n'y a pas de contrat. Alors, pourquoi je pense qu'il a organisé cette conférence de presse, mais il a plutôt jeté du flou parce que les gens se questionnent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer clairement pourquoi on paye les 4 millions de dollars, parce qu'on a besoin de savoir, d'avoir plus d'informations là-dessus. Et si éventuellement il y a des documents contractuels, par exemple, qu'on nous les montre, qu'on les mette à la place publique. Parce que la mine, en fait, on a dépassé le cap où vous pouvez cacher les choses. Que vous le vouliez ou pas, par exemple, les journalistes d'investigation, ils sont là, ils vont chercher. Évidemment. Et si ça existe, ils vont dénicher. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on ne l'a pas. Et s'ils ont ce contrat qui disent qu'il faut payer ce montant-là, pourquoi se sont-ils engagés à payer? Même si à un moment donné, ils nous disent qu'ils ont arrêté parce qu'ils pensent que ce n'est pas utile pour la Guinée, ils n'ont qu'à nous donner les raisons qui faisaient qu'on payait ce montant-là, effectivement, justement. 4 millions de dollars, c'est énormissime, mon cher Mohamed Mara. Tu as écouté Jacques Liwa, et puis que peut-on dire de plus? Je sais pas, un flou total. L'AI, est-ce qu'il nous cache pas encore d'autres choses? J'ai envie de poser cette question. La raison, vous ça l'a donné avec le deuxième sujet que Tamba va éplucher tout à l'heure. En réalité, la communication de l'AI vise autre chose. Il est coincé.
Vous savez que son conseil d'administration vient de lui admonester, mais des coups de bambou, sérieusement. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Un véritable giroflé à 5 feuilles à plein la tente qu'il a reçu. On va vous détailler tout à l'heure ce que le courrier dit. Parce qu'ils ont quand même fait des constats. Son conseil d'administration, notamment le président Ismaël Keita, lui a adressé un courrier, mais des plus cinglants. Et il prépare l'esprit de l'opinion. N'oubliez pas, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, c'est lui qui allait encore tenir ce type de discours totalement désossé à Kankan. Il s'est permis de fixer des jours à la population de Kankan. Ça aussi, on va vous en parler tout à l'heure, Lamine. Cette émission risque d'être une émission essentiellement sur l'énergie. Les citoyens, avant tout, c'est important. Tu vas tomber de nuit sur le cas de Kankan. La turbine à gaz dont on parle, la convention elle est signée avec le Maroc depuis 2020. On viendra à ça tout à l'heure. Tu prends la tête. En réalité, c'est 40 MW, deux groupes Kankan et Séguiri. Où est passé le groupe de Séguiri? Mais en fait, il prépare l'opinion du public et le message, il est davantage. C'est un message politique envoyé en direction d'abord des décideurs, notamment du CNRD, pour cacher sa propre incurie. Parce que le CA quand même lui reproche des choses assez sérieuses. En allant de la signature, de contrat, mais de manière totalement opaque, sans se référer à n'importe qui, jusqu'au recrutement de personnel, d'encadrement, on se demande qu'est-ce qui se passe. En réalité, c'est cela le but. Qu'ils nous disent délestage, coupure, quoi encore, blessure, tout, on s'en fout. Nous, on n'a pas de courant. C'est ça la question. Hey, il n'y a pas de courant. Et comme le disent à Kankan, les jeunes à Kankan, pas courant, pas d'or. C'est ça la vérité. Quand il n'y a pas courant, les enfants ne dorment pas. Personne ne dort. C'est ça la réalité, Lamine. Il y a des coupures quand même. Il y a des coupures. Quand je vous signalais cela ici, ça vous avait amusé. À Lambani, nous on a connu des journées où le courant, parfois il nous le prenait à midi ou à 11h pour le ramener à 17h. J'ai vu ça hier, j'étais vraiment choqué, bizarrement quoi. Mais on ne comprenait pas. Mais ça c'est partout. Mais de l'autre côté, on a dénoncé combien de fois même le gaspillage auquel on est en train d'assister. Vous avez essayé de rouler dans les rues de Conakry, actuellement la journée, les lampadaires sont allumés partout. Ils ne maîtrisaient rien, l'UEDG ne maîtrisait rien. Tout ça c'est des déperditions. Essayez de passer à Anco 5 le matin, tout le marché. Essayez de passer d'ailleurs devant les marchés. Vous verrez des milliers d'ampoules. Oui, mais ça, c'est pas la faute des DG. Oui, ça, c'est pas la faute des DG, Mohamed. Voilà, je suis désolé. Non, pour les citoyens, quand même. Pas non, mais les citoyens, quand même. Les factures, les citoyens, le matin. Mohamed, oui. Mais coupez le matin. Dans ta maison, oui, dans ta boutique, je suis d'accord. Mais dans l'espace public, coupez la zone. L'espace public, c'est pas les citoyens qui gèrent ça. Je dis. Voilà. Les grandes gueules. Qui gère? Mais c'est les DG. Voilà. Moi, je dis les lampadaires, Lamine. C'est toi et moi qui devons aller appuyer sur l'interrupteur. mais va partout dans Conakry, quasiment, c'est allumé en pleine journée. C'est du gaspillage, tout ça. On nous dit l'affaire de transport. Mais on nous raconte ces historiettes-là. Depuis combien d'années on nous dit que le problème, ce sont les lignes de transport? Mais bon sang, c'est quoi le problème? Vous nous dites que ce sont les lignes de transport. Vous n'investissez pas dans ce secteur, mais année après année, vous êtes là soit à emprunter des groupes électrogènes, soit à en acheter. Mais on ne comprend pas. Vous êtes là à construire des barrages et vous dites qu'il n'y a pas de ligne de transport. Kankan, dont on parle, tout le monde parle d'interconnexion. Mais allez demander au kilomètre, c'est combien? Pourquoi la Banque mondiale aujourd'hui n'est pas en train de suivre? Il faut se poser la question. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas engager leur argent là où il n'y a pas de rentabilité. Évidemment. Mais sur Kankan, certains experts nous disent, et il faut vérifier peut-être, que la ligne, le kilomètre pour l'interconnexion, notamment avec les autres pays, c'est 2,5 millions de dollars au kilomètre. C'est excessivement coûteux. Mais on ne dit pas la vérité aux gens. C'est ça le problème. Quand ils sortent, il y a des calculs mesquins, des calculs politiques. Mais malheureusement, dans ce pays, depuis longtemps, on a abandonné le recrutement sur la véritable valeur intrinsèque des gens. Tant que ce sera par régionalisme, par copinage, ou par... on choisira les membres de sa famille, les petits frères des copains, les petits frères des copines, ça ne fonctionnera pas. Les mêmes personnes nous racontent des salades année après année. Année après année. Tout le monde sait que le secteur de l'électricité, aujourd'hui, c'est devenu une abysse pour les sous. 4 millions de dollars mensuels. Il serait intéressant de mener une véritable enquête sur ces 4 millions de dollars. Il n'y a pas de contrat. En vertu de quoi la Guinée payait? Il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas de connivence entre des cadres
en fonction actuellement, d'autres qui étaient peut-être en fonction, et même les Turcs, pour comprendre est-ce que cet argent qui était indûment perçu n'était pas réparti entre des gens. Il faut quand même vérifier. Ouais, parce qu'il n'y a pas de contrat quand même. Par mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des traces? Enfin, voilà. Non, c'est des questions que je pose. Forcément, il y a des traces. Voilà. Mais nous serions alors le seul pays au monde qui, quand même, jetterait 4 millions de dollars par la fenêtre chaque mois sans base juridique sérieuse. Normalement, la CRIEF, voilà des dossiers auxquels il faudrait s'intéresser que d'aller nous ressusciter des dossiers qui datent de Mathusalem. Bien. Mais ça, c'est un vrai problème. EDG, arrêtez de nous mentir. Voilà. On mate les grandes gueules. Si vous n'avez rien à nous dire, taisez-vous. Non, mais tout n'est pas noir dit qu'on n'a pas d'électricité. Je pense qu'il faut éviter d'assombrir le tableau. Non, quand même, l'ami, il faut se rendre à l'évidence. Je dis bien, c'est facile. Va dire ça aux gens de Cancan. Il y a encore 15 ans, on n'était pas à ce niveau. Il y a encore 15 ans, on n'était pas à ce niveau. Je pense que vouloir assombrir... Il y a les délestages. Il y a des délestages, l'ami. Même moi, j'ai passé la nuit dans le noir. Voilà. Il y a des délestages, mais... Il y a une amélioration. Tout n'est pas son. Il n'y a pas eu d'amélioration. Tout n'est pas son parce que vouloir dire qu'on n'a pas de courant, tout de go comme ça, je pense que ça, c'est de mauvaise foi. Moi, j'ai passé la nuit dans le noir. De mauvaise foi, mais c'est quoi la mauvaise foi? Koubia, Lelouma, Koundara, Tougué, allez leur demander, Télémélé, ou 1 kilomètre de goudron à amener des gens à prendre des photos en plein macadam. Allez leur demander s'ils ont le courant. Voilà. Ne pense pas que quand on dit courant, c'est dans ton quartier à Kipé. D'ailleurs, toi, ton quartier, c'est quoi le nom? C'est Kipé. Toi, tu peux avoir le courant. Chez vous, il y a la ligne de Alpha Condéa. Non, merci. Il y a la ligne de Alpha Condéa. Il y a la ligne du centre émetteur. Il y a la ligne du Alpha. Eux, ils ont le courant. Eux, ils ont le courant. Merci, Mohamed. Il y a des délestages dans mon cœur. Ce qu'on ne comprend pas. Mohamed, s'il te plaît. Et à l'intérieur, on nous a dit qu'on a vilipendé 3 milliards de dollars. Et vous ne voulez pas qu'on soit exigeant vis-à-vis de tels dirigeants? Il y a eu des efforts. Là n'est pas la question. On a fait beaucoup d'efforts. Mais ce dont nous sommes en train de parler, il y avait... La desserte était mieux. Mohamed. Elle était mieux que maintenant. Pourquoi il y a ces délestages? On cherche les raisons. Mais quand tu parles de délestage, je veux que tu oublies qu'en dehors de Conakry, tu as l'essentiel de la Guinée à l'intérieur. Ça, c'est notre débat, Mohamed. Ça, c'est notre débat, sincèrement. C'est notre débat. L'électrification rurale, c'est notre débat. Moi, je suis en train de dire ce matin, je rappelle une chose, je suis d'accord qu'il y a des délestages. Il y a des délestages. Je finis. Il y a des délestages, mais moi, j'ai passé la nuit dans le noir. De 2h jusqu'à petit matin, c'est maintenant le courant est arrivé. Sur la zone de Kipé aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des délestages. Mais lorsqu'on reconnaît qu'il y a des délestages, en même temps, il faut reconnaître qu'il y a quand même une volonté quelque part, il y a une amélioration de la production. La question qu'on pose ce matin, maintenant, laisse-moi poser ça s'il te plaît, parce que Jacques a fait des enquêtes hier. Voilà. On parle de 4 millions de dollars. Mais moi, j'ai échangé avec les personnes concernées. J'ai appelé hier. Voilà. Alors, au-delà des 4 millions de... C'est même pas ça la question. On a fait tout le tour d'horizon. Sur le bateau, on l'a dit dans ce studio ici, depuis le mois de novembre, ce bateau-là n'était plus interconnecté. Il a été débranché depuis le mois de novembre. Maintenant, au-delà des 4 millions de dollars, n'oubliez pas également que EDG les doit 900 000 dollars. Parce que au-delà de ce qu'on payait, parce que on payait, c'est ce qu'on ne dit pas aux gens, mais qui recevait l'argent, c'est là la grosse question. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Justement, maintenant sur le frais de stationnement, parce qu'au-delà de la facture et tout, il y a aussi les frais de stationnement, mais aussi le remorquage. Autant le bateau stationne, autant c'est la Guinée qui paye les frais de stationnement. Donc aujourd'hui, j'ai échangé avec certains responsables de la dite société qui me disent que EDG les doivent de l'argent. Sur le bateau turc, sur les frais de stationnement, on les doit de l'argent, mais aussi le remorquage. Parce que quand le bateau arrivait, c'était à la société Al-Barak de drainer le bateau pour qu'il stationne. Donc tout ça aussi pour la sortie également, il fallait payer de l'argent. Donc à ce niveau, il y a une facture salée qui attend EDG. Maintenant, sur la communication globale, au-delà de ce bateau, parce qu'il a survolé un peu beaucoup de paramètres, aujourd'hui, si on regarde la capacité de production de la Guinée, parce que souvenez-vous, en 2012, Garafiri qui fonctionnait à moitié réduite, 75 MW en 97, mais Garafiri était pratiquement autour de 50 MW. Donc, avec la population qui grossit, la demande était devenue plus importante que la production. Ça, c'est classique. Justement. Il l'a dit hier. Justement, ça nous a amené aujourd'hui avec Kaleta, avec Swapiti,
de nous retrouver quand même à 690 MW. Donc si on compense avec les centrales qui ont été tout récemment rénovées, je pense qu'on a quand même une capacité de production qui est là. Mais le problème, c'est où, Lamine? C'est de ne pas s'arrêter. Parce que plus les années passent, plus la population grossit et la demande, elle est là. Donc, il faut être dans l'anticipation. Maintenant, le plus gros problème de EDG, ce que moi, je regrette aujourd'hui, c'est la communication. Ce qui s'est passé à Cancan, c'était d'abord un problème de communication. Parce que, vous vous souvenez, il y a eu un gouvernement qui est allé, lors de la retraite, ils ont dit aux habitants qu'en janvier, le courant allait revenir à Cancan 24 heures sur 24. En janvier, le courant n'est pas revenu. Ensuite, il y a eu une autre communication pour dire le jeudi qui allait précéder le mois de Ramadan, le démarrage, qui allait avoir le courant dans les quartiers de Cancan. Finalement, on a attendu, ils ont constaté que le courant venait de quartier en quartier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un langage de vérité. Il faut dire la vérité aux Guinéens. Qu'est-ce qui est à l'origine des délestages? Parce que dans sa communication, il dit c'est parce que les sociétés qui sont en train de travailler sur les transports, qui nous demandent parfois de couper le courant le temps qu'ils travaillent. Est-ce que c'est celle-là la vérité? En même temps, nous, dans la zone de Kipé, je me suis renseigné, on nous dit que la capacité qui arrive sur les lignes est entre 13 et 14 MW. Alors que la ligne qui a été installée, c'était 12 MW. Donc il y a un problème aussi d'installation des transports. Les câbles qui ont été installés pour le transport du courant, il y a un problème à ce niveau par rapport à la capacité qui est en train d'être produite. Est-ce qu'il faut encore remettre tout à l'eau, investir encore sur le coût de transport? Là, c'est le débat aujourd'hui qui est posé. Je pense que sous Alpha Condé, il y a eu certes la volonté, mais la planification, la capacité à investir et puis l'approche a manqué. On a mis beaucoup d'argent pour avoir peu de résultats. Aujourd'hui, Cancan, je suis d'accord qu'il n'y a pas de courant. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le projet par exemple de centrale solaire. Cancan par exemple, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace à Cancan. Dans les autres villes, est-ce que c'est le cas? Non, mais je pense que il faudrait aujourd'hui être dans l'anticipation. Le projet de turbine à gaz. La planification, c'est très important. C'est très important. Il faudrait aller rapidement vers cela parce que tout simplement, aujourd'hui, la population grossit. Il faut investir un peu il faut anticiper parce qu'en 2025, si nous restons avec cette capacité-là, je vous assure qu'on va revenir à la case de départ. Voilà, mon cher Diba Milimono. L'autre angle à développer avec Tamba Zakari Milimono. Tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Espace TV. Tous les soirs, retrouvez carrément l'émission dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci de votre fidélité. Washington ne masque pas donc son inquiétude. L'apparente fuite de documents classifiés américains pose un risque très grave pour la sécurité nationale des États-Unis, a estimé le ministère américain donc de la Défense. Le porte-parole du Pentagone n'a pas voulu donc se prononcer sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaillait à déterminer donc s'il l'était ou non, mais à noter que les photos diffusées donc paraissaient contenir des informations sensibles en direct et en exclusivité ce matin chez les GG. Jean-Claude Beaujour, avocat international du côté de Paris, et spécialiste donc des questions des États-Unis, sera en direct ce matin chez nous, chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mon cher Diba, mon cher Tamba, pardon, on va d'abord donner la parole et puis le DG Normand, on doit l'avoir en direct dans un instant. Absolument, on pourra bien l'avoir tout à l'heure. Moi, je commence par saluer une chose. C'est celle de s'obliger à aller devant la presse, donc devant l'opinion, et expliquer une situation. On voit bien là qu'ils sont dos au mur, ils n'aiment pas souvent prendre la parole, mais lui, à sa décharge, on l'a eu ici. Je crois que ça va être la deuxième fois. On va l'avoir ce matin, mais de prendre la décision et d'aller vers la presse, il a compris la nécessité d'expliquer une situation qui commence à se pourrir. Exact. Notamment dans le service, mais Mara l'a évoqué, on y reviendra tout à l'heure, avec un ensemble de griefs portés contre lui par le président du conseil d'administration de EDG. On reviendra là-dessus, ce sont des accusations bien graves, c'est même bien qu'on puisse l'avoir ce matin. Lamine, ça c'est une chose. La deuxième chose que tout ceci me révèle, c'est la grande fragilité des solutions qui ont été proposées et développées jusque-là par les autorités guinéennes sur la question du carburant, sur la question de l'électricité. Ce sont des groupes, ce sont des centrales thermiques qui demandent du kérosène, qui demandent du gasoil et qui tournent de cette façon-là avec beaucoup de pression. Et dès que finalement on n'en a plus, on se retrouve dans la situation de départ. Il se suffit qu'une seule centrale lâche
pour que cela se fasse ressentir. En d'autres termes, on n'a pas de mesures de précaution tout autour pour nous permettre de dire, écoutez, lorsqu'une centrale aura des problèmes, on fera de cette façon-là pour éviter qu'il y ait un problème. En revanche, et à sa décharge, on le verra un peu plus loin, je trouve que 4 millions de dollars, ce n'est pas excessif. Bien. Ce n'est pas excessif du tout. On reviendra là-dessus. On l'a en direct, évidemment, ce matin, chez les GG, le DG donc de EDG. Les grandes gueules. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, on parle de cette conférence de presse que vous avez animée, monsieur le directeur général. Mais en toile de fond, un sujet particulier, c'est celui de la centrale flottante. Vous étiez déjà à EDG, vous avez suivi un peu comment tout cela s'est passé. On aimerait, pour commencer, aborder deux choses. La première, c'est l'histoire de l'arrivée de cette centrale en Guinée. Comment est-ce que ça s'est passé, vous qui étiez là à l'époque et qui êtes aujourd'hui DG? La seconde, est-ce qu'il existe à date un contrat écrit, un document matériel qui formalise si vous voulez, l'exploitation de ce bateau par les autorités guinéennes en lien bien sûr avec celles turques? Allô? Oui. Oui, merci beaucoup de la question. Je suis très heureux ce matin que vous m'appelez pour avoir plus d'éclaircissement là-dessus. C'est une deuxième fois, hein, c'est la deuxième fois, DG. Ok. Merci beaucoup, c'est important à préciser. Ok, d'accord. Donc, disons que d'abord, je n'étais pas à EDG, j'étais au grand projet. Quand le bateau arrivait, je n'étais pas à EDG, j'étais au grand projet. Donc, à l'époque, j'étais directeur de l'énergie au grand projet. Le bateau est arrivé, la CGP n'a pas été associée à ce contrat. Ce contrat a été signé uniquement par EDG, par le directeur d'alors qui était là à l'intérim qui a signé ce contrat. Donc, c'est un contrat de PPA qui a été signé entre KPS, entre le Powership et EDG. Donc, il n'y a même pas eu un contrat de concession. Et ce PPA, elle est disponible, si vous voulez, elle peut être mise à votre disposition. C'est l'un des contrats le plus déséquilibré que je puisse voir. Oui, il est disponible. Donc, nous l'avons finalement, ce contrat-là. Mais DG, finalement, on pose la question. Laissez-moi répondre. Vous allez répondre. C'est un contrat qui a un PPA et qui a une concession. Mais par contre, le bateau n'a pas de concession. Seulement, il a fait un deal avec EDG. C'est comme si c'était un deal entre EDG et Cap Powership. Mais qui paye DG directement? Est-ce EDG qui paye à date ou c'est l'État? Attention, comment on appelle? C'est EDG qui paye, puisque c'est l'argent de EDG que l'État utilise pour payer. Puisque l'argent qui devait être mis à la disposition de EDG, c'est ce que l'État utilise pour payer la facture de KPS. Alors, oui. vous dites que ça a été signé par EDG et ça n'a pas respecté les procédures. C'est donc dans les mêmes conditions qu'on a prorogé à partir de février, comme je vous écoutais hier, pour 6 mois. Oui. Non, attention. Je dis le contrat. Ce que j'ai bien dit, le contrat devait prendre fin en février 2022. Le contrat de KPS prenait fin en février 2022. Mais à l'époque, le directeur général d'alors avait demandé une prorogation du contrat.
Et il avait été demandé de faire une analyse dessus, de voir l'opportunité de prolonger ce contrat. Et vous-même, vous étiez en Guinée, vous savez dans quelles conditions le bateau est arrivé et dans quelles conditions le bateau était exploité. Donc vous étiez là, tout le monde a vu l'arrivée du bateau, tout le monde a suivi, elle n'est pas venue. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails là, hein, parce que quand on va dans les détails, ce qu'on nous dit ce matin, que c'était un deal entre Alpha et Erdogan, on ne va pas rentrer dans les détails là de ce côté. Je m'en vais juste dire que... Oui. Laissez-moi finir. Je m'en vais juste dire que le contrat devait prendre fin en février 2022. Il y a une commission qui a été mise en place à laquelle le ministère de l'Énergie était membre de la commission, la primature était membre, la CGP était membre. EDG a participé à cette commission et c'est après toute analyse qu'on a demandé de prolonger le contrat pour 1 année. Et cette prolongation devait permettre à EDG de mettre, de prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir permettre le départ du bateau. Alors, à présent, moi, je suis arrivé... Continuez, oui. Parlons de ces 4 millions de dollars. Vous êtes certainement penché là-dessus. Comment se justifie-t-il? Pourquoi l'État a payé ce montant? Comment s'explique son utilisation par rapport au bateau? Non, vous avez un contrat de take or pay. Et le contrat a été fait sur la capacité, comme on appelle, de la centrale. C'est-à-dire, il a 100 mégawatts. Et selon le contrat, les 100 mégawatts, que tu les prennes ou pas, il faut payer. Parce que la capacité est disponible et c'est à l'arrêt. Donc, le contrat qui a été signé, c'est un contrat de take or pay. C'est-à-dire, si nous utilisons l'énergie de KPS, nous payons l'énergie que nous consommons, plus la capacité qui est mise à notre disposition. Et maintenant, si le bateau ne tourne pas et qu'elle reste assis, nous payons aussi la capacité qui est disponible. Donc, c'est ce que ce contrat vous le dit. C'est un contrat de take or pay. Donc, en 2023, le contrat prenait fin. Tout ce qui a été fait, puisqu'on avait prolongé le contrat pour 1 année, on nous demandait encore de reprolonger le contrat. On n'avait plus besoin de reprolonger le contrat, puisque déjà les dispositions ont été prises par EDG pour dire que oui, cette capacité de production qui est là ne fera plus partie de son portefeuille. EDG a pris les dispositions et aujourd'hui, on n'en a pas besoin. C'est pour cela que j'ai dit, depuis le mois de novembre, je n'utilise pas le bateau, parce que j'ai fait le plan de production 2022-2023 sans le bateau. Et avec ça, je suis capable de couvrir tout, comme on appelle, la demande. Donc, ce qui est sûr, bon, je ne sais pas pourquoi les gens insistent dans le bateau, parce que l'arrivée de ce bateau aussi a fait trop de bruit. Et aujourd'hui, on demande que le bateau se retire, ça fait encore trop de bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, je crois que les raisons, monsieur le directeur, c'est qu'il se disait que la présence du bateau compensait le déficit. Qui pouvait être créé par les barrages. Et vous dites que ça ne servait pas à grand-chose. C'est quoi la réalité des délestages de maintenant en ce moment? Hier, je suis rentré dans le détail pour vous expliquer la réalité. Il n'y a pas de délestage. Je reviens encore là-dessus. On n'a pas de délestage. Il faut faire la différence. C'est quoi le délestage d'abord? On n'a pas de délestage. Aujourd'hui, tu as 6 milliards de mètres cubes d'eau à Soapiti. Et Soapiti, Kalita tourne 24 heures sur toute l'année. On n'a pas d'étiage au niveau du complexe Soapiti Kalita. On a suffisamment d'énergie aujourd'hui pour couvrir notre demande à partir de Conakry. Et je m'en vais vous dire que ce bateau, aujourd'hui, avec ce qu'on a, on a eu un poste de 120 MW qu'on a perdu en incendie. Le poste de Kalita a été brûlé et ça faisait une perte de 120 MW hydrauliques. Okay. Donc c'est grâce aux centrales thermiques qu'on a pu compenser des 120 MW. Ça veut dire qu'on a de la réserve. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas parler de délestage sur Conakry. S'il y a des pannes techniques qui comme on appelle, qui sont des pannes de par-ci, par-là. C'est quoi un délestage? C'est quoi une coupure? C'est quoi un délestage? C'est quoi une coupure? Pour notre culture, on a besoin de savoir. Voilà, le délestage, ça c'est pas un manque de production. Vous voyez, à l'époque, avant l'arrivée du complexe Kalita Soapiti, il y avait du délestage. Parce qu'on n'avait pas assez de production. Donc il y a des quartiers qui étaient programmés pour être alimentés de coupures. Voilà. Délestage là, c'est pas coupure. C'est-à-dire, je peux te couper, pas par manque de production. Mais si je te coupe par manque de production, c'est ce qu'on appelle délestage. Mais si je te coupe pour un problème technique ou pour travaux, ça c'est pas du délestage, ça c'est planifié. Ça c'est parce que j'ai des travaux à faire où il y a une panne technique qui m'oblige à te couper. Bien. Donc vous voulez dire les coupures que nous observons en ce moment, c'est pas parce qu'il y a manque d'électricité? C'est pas parce qu'il y a manque de production, pas d'électricité, mais manque de production. Alors, venons-en, allez-y, mon cher. Le bateau, là, une question sur le bateau. C'est vrai que nous apprenons que EDG les doivent de l'argent également. Par rapport aux frais de stationnement, est-ce que vous le confirmez ce matin?
J'ai pas compris. Est-ce que le bateau, je parle du bateau, de ce contrat avec Qatar Worship, nous apprenons que EDG les doivent de l'argent par rapport aux frais de stationnement du bateau. Est-ce que vous le confirmez? Non, oui, je confirme. Nous devons de l'argent à Alport, pas au bateau. Oui, justement. Parce que dans ce contrat, tout était mis à la charge de EDG. Tout, les assurances, tout, c'est EDG qui devait tout payer. Ils n'avaient aucune charge. Donc, ici, on s'est engagé avec Alport pour dire, écoutez, le contrat étant terminé, laissez partir le bateau. Même, comme on appelle la douane aussi, avait bloqué un moment parce qu'ils disent que le bateau est rentré, le bateau n'a pas été déclaré. Donc, il faut faire toute cette procédure. Et en faisant toute cette procédure, le bateau reste là. Et moi, je vais continuer à payer la facture. Je vais demander à la douane, nous faisons des engagements entre nous ici qui sommes là. Et vous laissez partir le bateau. Moi, je m'engage à vous payer. C'est ce qu'on se dit. Je dénie pas qu'on doit de l'argent on ne doit pas de l'argent à quelqu'un. Si, on doit de l'argent à Alport par rapport au stationnement du bateau. Et nous apprenons c'est 900 000 $, c'est ça? Le prix n'est pas important. Ce qui est important, c'est de reconnaître la dette. Voilà, bien dit. Oui, c'est important aussi. Oui. L'autre question, parce que certains spécialistes de l'électricité nous affirment que le problème qu'on a, et vous l'avez dit, ce n'est pas un problème de production, mais qu'on a un sérieux problème de transport. Quelle est la réalité aujourd'hui? Puisque depuis de nombreuses années, depuis 6-7 années maintenant, on nous parle de problèmes de transport. Ok, voilà ce qui s'est passé pendant le projet de Calita. Le projet de Calita a construit une centrale de 240 MW. La ligne d'évacuation Calita-Manéa a été construite avec un dimensionnement qui permet uniquement d'évacuer que Calita. Ça veut dire que cette ligne n'a pas été mise aux normes sous-régionales. Donc, ils ont sous-dimensionné la ligne pour le mettre uniquement pour évacuer l'énergie de Calita. Et ensuite, on est venu avec le projet Soit Petit qui est de 450 MW. Donc, les 450 plus, donc aujourd'hui, on a le complexe qui fait 690 MW. Ces 690 MW ne peuvent pas être évacués sur Conakry parce que la ligne est sous-dimensionnée. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, on a de l'énergie que nous perdons actuellement à Soit Petit. La seule chance qu'on a eue, c'est le projet de l'OMVG. Le projet de l'OMVG, avec 576 km de ligne, traverse pratiquement une bonne partie, la moitié de la Guinée. Ça veut dire qu'elle part de Bokeh jusqu'à Mali, à Guinée-Mali. Donc, ce projet nous permettra aujourd'hui, si on a le poste d'évacuer une bonne partie pour alimenter le Fouta. Donc, à Gap, le problème de transport demeure, puisque c'est pour cela que le ministère de l'Énergie a lancé le projet de la côtière qui permet de baliser toute la zone côtière, toute la zone minière de la Guinée. Donc, mais ce projet est en cours aujourd'hui. Alors, donc, pour la question du transport, c'est de la responsabilité de qui exactement? Qui a financé? On n'est pas là, écoutez, on n'est pas là pour dire... Non, on veut juste savoir si c'est EDG qui a assuré le transport ou c'est le ministère ou c'est qui exactement? Je ne suis pas du ministère de l'Énergie, j'étais des grands projets. Et moi, je suis rentré en Guinée en 2015, j'ai trouvé déjà que le projet... Monsieur le directeur, si vous êtes à la tête des EDG, vous avez les dossiers. Vous avez connaissance des dossiers. Qui s'est occupé du transport? Le dossier, c'est pour cela que je vous explique. Comment on appelle? Vous avez un maître d'ouvrage qui est le ministère de l'Énergie. Donc, vous cherchez quel responsable encore? Le ministère de l'Énergie a toute la responsabilité du secteur de l'énergie. Tous les schémas, c'est eux qui font, c'est eux le maître d'ouvrage. Je ne peux pas construire un barrage ou bien une structure en Guinée du domaine de l'énergie sans que le ministère ne l'approuve. Donc ça, c'est du domaine de l'énergie. Mais vous-même, vous étiez là en 2000, quand on a lancé le projet Calita, vous étiez là avec quelle situation ça a été lancé et quelles étaient les idées qui étaient derrière ce projet-là. Donc, il y a eu des manquements dans ce projet qu'il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, avec la construction de la ligne de l'OMVG, nous allons corriger et quand on va déployer aussi, parce que le barrage Amaria est en construction. Dans le contrat de Amaria, on a réussi à insérer 2 lignes qui viennent sur Conakry. Donc cette ligne qui vient sur Conakry permet de compenser la ligne de Calita aujourd'hui. On a une ligne de 570 mm² qui viendra sur Conakry à partir de Amaria. Bien. Et on pourra évacuer cette ligne, comme on a la production Amaria et Calita sur ces lignes-là. Après DG, ça ne nous aide pas de nous donner des réponses fleuves. On sait que l'énergie, c'est le ministère de l'énergie. C'est comme si vous nous disiez, c'est l'État qui est responsable. Mais le responsable a nécessairement un nom. C'est important quand on gère la chose publique
d'avoir quand même une certaine exigence de précision. Mais vous savez que EDG, nous sommes maîtres d'ouvrage délégués. Nous sommes chargés de l'exploitation. Ce n'est pas nous qui définissons la politique énergétique. C'est le ministère de l'énergie qui... Oui, mais ça, on sait. La question, qui s'est occupé du transport? Voilà. C'était ça la question. Mon cher Lai, ce qu'on va faire, on va revenir. On va revenir. Attends, Guirassy. Ouais. Le transport, c'est un tout. C'est-à-dire, un projet, c'est accompagné du transport d'énergie. Ce n'est pas EDG qui s'est occupé du transport. C'est-à-dire, c'est un projet qui a été fait avec le transport, c'est-à-dire les lignes. Ok, c'est pas juste un barrage qu'on a construit, mais on a construit un barrage pour évacuer avec des lignes. Voilà, alors si vous voyez aujourd'hui, la Sogecal qui est mise en route, EDG n'est pas responsable de la ligne de Kalita aujourd'hui. Voilà. Elle est dans le portefeuille de Sogeca. Voilà, alors tu restes avec nous, là, et tu restes avec nous. On va revenir. J'ai une réunion, Guirassy. Mais non, tu ne peux pas, c'est pas possible. Mais on a tellement de questions à te poser, c'est pas possible. Voilà, mais alors. Oui, mais allez, Mohamed, on y va, parce qu'on parle de Cancan ce matin. Alors, très rapidement, DG, un mot sur Cancan. Où en est-on aujourd'hui du déploiement ou de la mise à l'eau de la turbine à gaz? Exactement, qu'est-ce qui se passe autour de ce projet? Ok, premièrement, ce n'est pas une turbine à gaz. C'est une turbine à gasoil. Vous, peut-être, je ne sais pas, vos bureaux, vous avez peut-être un groupe secours chez vous là-bas, n'est-ce pas? Si vous avez des problèmes, vous allumez votre groupe secours pour alimenter. Ce projet, c'est une centrale qui a été démantelée au Maroc, qu'on a envoyée pour installer, pour pouvoir régler une situation. Mais je m'en vais vous dire la vérité. Depuis que moi je suis dans le secteur, rien n'a été fait sûrement pour sortir Cancan de l'obscurité. Il faut le reconnaître. Parce qu'on avait la possibilité de faire autre chose mieux que ça. Mais aujourd'hui, cette centrale, elle est là, elle te fait 8000 litres l'heure de gasoil. Donc aujourd'hui, nous, du côté de EDG, puisqu'on disait oui, nous avons fini tous les travaux qui concernaient la partie EDG. Aujourd'hui, on les attend qu'ils finissent aussi leur part. Et pour faire les essais, tout ce qu'ils ont demandé, on a mis à leur disposition pour faire des essais. J'ai envoyé deux équipes d'ingénieurs pour aller les aider à finir les travaux. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. Mais Cancan, le cas de Cancan, Cancan et la Haute-Guinée, le seul salut pour la Haute-Guinée aujourd'hui, c'est le projet Guinée-Mali. La construction de la ligne qui fera de Zérékoré jusqu'à Sigiri. On ne peut pas réellement... Alors, moi, je voudrais... Tamba, c'est que nous avons un document sous les yeux qui porte donc sur ce projet depuis 2020. Une chose nous étonne, c'est qu'au départ, on a démantelé à Tanger 2 turbines, notamment de 20 MW, ce qui nous faisait 40 MW, et 20 autres mégawatts, donc 20 qui étaient destinés à Cancan et 20 autres pour la ville de Sigiri. Est-ce que cette seconde turbine a été acheminée vers la ville de Sigiri? C'est ma première nouvelle. Ah, nous, on a un document sur les yeux. Deuxièmement, pour précision. C'est ma première nouvelle. Ce que je savais, il y avait une turbine qui va être démantelée pour être installée à Cancan. D'accord. C'était une turbine de 20. Voilà. Deuxièmement. Mais il y a eu 2 turbines pour être envoyées à Sigiri et à Cancan. C'est ma première nouvelle. Wow. Deuxièmement, Mara le disait, toutes les informations à notre possession mentionnent des turbines qui fonctionnent à base de gaz. Mais on parle de turbines alternatives. Gasoil ou gaz. Puis HFO. Voilà. Quelle est la vérité La vérité, la turbine, selon les informations que j'ai aussi, elle n'a jamais fonctionné à gaz. Elle a toujours fonctionné à gasoil, même à Tanger. Donc, c'est des turbines qui fonctionnent normalement. C'est comme le cas énergie ici. Cas énergie a des turbines. C'est du gaz aussi. Ça peut fonctionner au gaz, mais il a plus été exploité en gasoil. Ça, c'est juste à côté de nous ici. Ça se passe. C'est un Guinéen qui a cette centrale. Vous le connaissez très bien, le propriétaire. Il a 2 turbines ici, qui fait, comme on appelle, 50 MW. Mais c'est des turbines à gaz. D'accord, monsieur le directeur. D'accord, pour aller vite aujourd'hui dans votre communication, donc ce qui veut dire que Cancan va devoir attendre encore, on va continuer avec les délestages, le temps du projet d'interconnexion, c'est cela?
Nous sommes en train de faire des efforts pour Kankan aujourd'hui pour au moins amoindrir le délestage parce que j'ai déjà acheminé 2 groupes supplémentaires pour pouvoir diminuer le délestage à Kankan. Voilà. Le cas se pose aussi du côté de l'Abbé aussi. Il va falloir attendre. Oui, mais avant l'Abbé, s'il vous plaît, M. Camara. Non, attendez. Le côté de l'Abbé, M. Guirassy, je vous invite à une visite à l'Abbé. Vous allez voir que l'Abbé a le plus grand poste de la Guinée. Mais non. C'est-à-dire le poste. Attendez. Là, je vais quand même à l'Abbé. Je sais ce que je vois la nuit là-bas. C'est pas possible. Il n'y a pas d'électricité. Attendez. Voilà. Attendez. Oui, laissez-moi vous expliquer. Parce que si vous criez, on ne peut pas s'entendre. Le projet de l'OMVG vient de réaliser l'un des grands postes de la Guinée à l'Abbé, qui te fait 80 MVA aujourd'hui, avec des lignes de 800 MW. Et aujourd'hui, le projet, le poste de l'INSAN pratiquement va finir cette année, ce qui signifie que tout le Fouta sera alimenté. Donc c'est une question d'heure pour l'Abbé, pour changer. Et dès l'hivernage, là, dès que la centrale de Quinquon va commencer à démarrer aussi, ça va résoudre aussi beaucoup de problèmes au Fouta. Très bien. Et aujourd'hui, le Fouta est alimenté par Garafiri. Oh. Donc ce qui signifie le cas de l'Abbé, c'est une question de temps. Mais quand tu ne peux pas la comparer à celui de la Haute-Guinée, ça va encore attendre une année. D'accord. Oui, mais justement, M. Camara, revenons donc, en clair, à la Haute-Guinée, si c'est une question, Mohamed, s'il te plaît, si c'est une question d'heure du côté de l'Abbé, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en matière de délai? Avant le mois de juin, on aura l'électricité à l'Abbé, c'est bien cela? Non. D'accord. Mais pour la ville de Kankan, M. Camara, oui. Toujours d'après ces documents, au départ même du projet donc, de l'acheminement de cette turbine à Kankan, tout devait se faire en 6 mois. En tout cas, au plus tard, juin 2020, la centrale devait être disponible. Alors, il pouvait y avoir une rallonge à cause de l'envoi de la commande de 2 transformateurs notamment, dont les spécifications, je ne peux pas revenir là-dessus, ce n'est pas mon domaine. Mais comment expliquer que de juin 2020 à maintenant, que cette centrale ne soit toujours pas en activité? Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais peut-être avant d'aller à Kankan, Lamine a posé une question DG sur l'Abbé. Si vous dites que si c'est une question d'heure, est-ce qu'avant juin, on aura le courant? Vous dites non. Quand est-ce qu'on aura le courant à l'Abbé avant d'embrayer sur Kankan, s'il vous plaît? Oui, mais l'Abbé a déjà le courant. L'Abbé a déjà le courant. L'Abbé a toujours eu le courant. Non, mais c'est pas ce que nous apprenons ici. Monsieur le directeur, moi je suis rentré de l'Abbé il y a juste 1 mois, j'étais à l'Abbé, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Si vous nous dites ce matin que l'Abbé a toujours eu le courant, je me demande si on parle là de la même ville. Oui, mais puisque le barrage de Quinquon alimente l'Abbé. Mais non, l'Abbé n'a pas le courant. Vous n'avez pas la bonne information là. Est-ce suffisant? J'ai la bonne information, Guirassy. Non, vous n'avez pas la bonne information. Je sais aussi parce que j'ai été à l'Abbé récemment. Peut-être ça serait mieux. Oui, ça serait bien que je vous invite. Vous allez me faire, je sais pas, découvrir un petit peu ce que vous avez à dire. Est-ce qu'on parle de la même ville? Oui. Non, on parle de la même ville, effectivement. Ce que je veux juste te dire, quand je dis c'est une question d'heure, l'Abbé est plus... comme on appelle aujourd'hui, tout est prêt pour recevoir le courant de Soipiti. Tout est prêt à l'Abbé aujourd'hui pour recevoir le courant de Soipiti. Parce que la ligne est terminée, le poste est terminé. Le seul retard qu'on a eu, c'est au niveau de l'INSAN. Dès que l'INSAN est achevé, l'Abbé aura le courant. Voilà, l'Abbé aura le courant. Il y a une contradiction là. Tu dis l'Abbé aura le courant. En même temps, l'Abbé a le courant. L'Abbé a le courant. Là, il y a un problème. Non, attention, Guirassy. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Si je fais une comparaison, dès que le mois de juin arrive, on a la pluie, la centrale de Quinquon démarre. Il y a un délestage à l'Abbé, mais ça ne veut pas dire que l'Abbé n'a pas de courant. Il y a un délestage à l'Abbé que nous reconnaissons. Et quand même, je suis allé à l'Abbé, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que non, il faut faire un programme de délestage qui puisse être accepté par tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Alors, nous, on a fait des concessions. On va revenir dans un instant là. Il faut que tu restes avec nous. C'est très important. On marque une pause et puis on revient. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de GG sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, hein, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13.
Washington ne masque pas donc son inquiétude. L'apparente fuite de documents classifiés américains pose un risque très grave pour la sécurité nationale des États-Unis. Vous le savez très bien, en tout cas, a estimé donc le ministère américain de la Défense. Le porte-parole du Pentagone n'a pas voulu se prononcer, en tout cas, sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaillait à déterminer s'il l'était ou non. Mais à noter que les photos, en tout cas diffusées, paraissaient contenir des informations sensibles. Ce matin, pour en parler dans notre émission, mesdames et messieurs, Géopolitique oblige, Jean-Claude Beaujour, avocat international, il sera en direct ce matin dans le GG sur Radio Espace Guinée. On va aller sur le terrain, évidemment. Il est de retour, notre invité. C'est bien sûr Lai, mon cher Lai. Rebonjour et merci de nous rejoindre encore une fois dans cette émission Les Grandes Gueules. On parlait un petit peu de Cancan. Mohamed Mara s'intéressait aussi du côté de l'abbé, Madame Yoro l'a dit. Que peut-on retenir du côté de l'abbé? Parce que vous le disiez tantôt. Déjà de Cancan, je lui demandais quelle explication EDG pouvait-elle nous fournir sur tout ce retard accusé quant au déploiement de cette turbine. Justement, normalement, selon les documents que nous avions consultés, la turbine devait entrer en activité depuis juin 2020. Et là, nous sommes en 2023. Eux-mêmes ont annoncé des dates, notamment, je veux dire, le gouvernement du CNRD. Ah, d'accord. Donc, j'aimerais bien vous demander, Monsieur Camara, finalement, qu'est-ce qui explique le retard du déploiement de cette turbine du côté de Cancan? Puisque dans les documents que nous avons consultés, cela devait être fait depuis juin 2020. Merci. Bonjour encore. Et pour le respect de vos auditeurs, j'ai accepté de revenir pour échanger, pour continuer à échanger avec vous. Nous vous remercions. Nous vous en remercions. Ce que je m'en vais vous dire, c'est de me donner le temps pour donner des explications, mais qu'il n'y ait pas de polémique. Parce que nous, c'est notre domaine. Vous, ce n'est pas votre domaine. Vous êtes journaliste, vous êtes parfait dans votre domaine. Nous aussi, nous sommes des ingénieurs. Et pour le moment, c'est nous qui sommes là. Donc, on vous donne des explications. Et ces explications, la population doit comprendre. Donc, ce n'est pas pour ou contre, mais je donne des explications par rapport aux événements des choses. D'abord, je reviens sur la question de madame sur l'abbé. Vous savez, c'est le projet Garafiri qui a permis l'alimentation du Fouta. Donc, à Mamou, nous avons un poste où on a installé un transport de 15 MVA. Ce 15 MVA a permis d'alimenter non seulement la ville de Mamou, mais aussi d'alimenter la ville d'Ita et de Dalaba. Et ensuite, l'abbé. Donc, c'est ce même 15. Aujourd'hui, imaginez-vous, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, Mamou a grandi, l'abbé a grandi, Mali a grandi, Dalaba a grandi. Donc, les charges sont montées. Donc, ce transport de 15 MVA aujourd'hui qui alimente tout le Fouta, aujourd'hui permet, et l'abbé est en bout de ligne. Quand vous voyez la tension qui arrive à l'abbé aujourd'hui, elle est très très faible. Donc, ça fait que cette chute de tension impacte énormément l'abbé. Et surtout en pleine saison sèche aussi, quand ça arrive aussi, c'est encore plus dramatique. Pourquoi? Parce que la centrale de Quincon qui est un régulateur de cette ligne-là, parce que c'est une ligne de 70 mm². C'est-à-dire cette ligne-là, même à Conakry aujourd'hui, toutes nos lignes sont à 148 mm. Donc l'abbé aujourd'hui, de Mamou jusqu'à l'abbé, tu as une ligne de 70 mm². Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chute de tension est énorme à l'abbé, qui est en bout de ligne. Donc ce qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir la tension normale de l'abbé. Et la chute de tension, ça, en plus de ça, avec l'agrandissement de la ville aussi, donc avec tout ce qu'on a comme charge aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'avoir tout l'abbé. Donc c'est pour cela qu'il y a un délestage à l'abbé. Voilà, donc en clair, c'est pas pour demain, hein, c'est bien cela? Non, quand je dis c'est pas, faut pas dire c'est pas pour demain, parce que déjà, ce qui permet à une ville d'être, l'essentiel qui permet à une ville d'être alimentée est déjà à l'abbé. Aujourd'hui, Bokeh est alimenté, Bokeh est sur le réseau grâce à cette ligne, à la ligne OMVG. Et le poste qui a été créé à Bokeh, c'est ce qui nous a permis de mettre Bokeh sur le réseau. Donc aujourd'hui, Correa est alimenté, qui est un district qui n'est même pas une sous-préfecture. Ce qui nous a permis de faire ça, c'est parce qu'il y a la disponibilité. Donc aujourd'hui, et cette disponibilité aussi est à l'abbé actuellement. Parce que quand vous allez à Garambé, le poste de Garambé est terminé. Oui. Et les lignes sont terminées. Le poste, c'est pour cela que je vous ai expliqué. Le seul retard qu'on a eu pour le Fouta, c'est à partir de l'Insan. Parce que l'Insan, c'est le nœud. C'est à partir de là que toutes les lignes vont.
Donc, s'il y a un retard à l'Intan, ça impacte les autres. Donc, dès que l'Intan est corrigé d'ici le mois de septembre, là, aura le courant. Voilà, donc, au moins c'est clair. Voilà. Donc, nous sommes en train de mettre la pression, nous sommes en train de travailler pour que vraiment, nous, c'est dans l'intérêt de EDG aujourd'hui que nos grandes villes soient connectées, parce que nous, ça augmente notre portefeuille de la clientèle. Évidemment. Alors, c'est dans notre intérêt. Voilà. Oui, DG. Voilà, un peu, ça c'est pour l'AB. Maintenant, revenons à celle de Cancan. Ouais. Voilà. Donc, à Cancan, c'est ce que je vous ai dit. Je dis, il n'y a pas eu de projet sérieux à Cancan depuis que moi je suis dans le secteur. Je n'ai pas vu un projet où je dis oui, on s'est dit, les projets qu'on avait, on avait le barrage de Francono-Koubedou qui devait être fait. Depuis 2017, ce contrat a été signé et aujourd'hui qui est encore là. Ce qu'on va faire là, c'est vous mettre... Non, parce que là, vous rentrez dans le mur, là, vous prenez le mur, là. Ce qu'on peut faire, c'est vous mettre au bout du jour, parce que Mohamed Mara a un rapport ici, et ça c'est très important. Si vous pouvez écouter, comme ça, on sera peut-être sur la même longueur d'onde. Allez-y, mon cher Mohamed. D'accord. Monsieur Camara, sur ce rapport, parce que vous semblez nous dire clairement que vous n'étiez pas au courant, mais je lis là par exemple un passage dès le début, dès la synthèse de l'offre, c'était quoi? La genèse de ce projet qui datait de plus d'une année à l'époque, c'était écrit comme ça. La desserte au niveau de Cancan et Seguiring est très loin d'être assurée de façon continue. Une demande de la part des autorités guinéennes aux autorités marocaines a été faite pour une mise à disposition de la centrale de Tanger. Elle n'est plus utilisée dans le réseau du transport du Maroc. Ça, c'est précisé, qui est constituée par 2 turbines à gaz de 20 MW chacune, GE Astom, soit un total de 40 MW. Il y a d'autres spécifications qui continuent. Un groupement d'entreprises guinéennes et marocaines a donc été constitué. Vous avez parlé tout à l'heure du consultant également, et cela apparaît dans le document. Un consultant avait été mis effectivement à la disposition de la Guinée pour ces travaux. Alors, le montant global de toute l'opération des transferts, soit le démontage des équipements à Tanger, le transport routier de la centrale vers le port d'embarquement, transport maritime, préparation des nouvelles centrales en Guinée, transport des équipements du port vers les centrales de destination, remontage, essai et démarrage, est de 6,5 millions d'euros hors taxe. Alors, et justement, la durée de toute l'opération sera de 6 mois, soit fin juin 2020. Alors, on continue comme ça dans les spécifications et sur les avantages, ils en avaient 4 qu'ils avaient dégagés. C'était 1, l'expérience et la qualification du groupement avec transfert de compétences. 2, rapidité dans la mise en œuvre avec maîtrise des délais 6 mois. 3, montant de l'opération très compétitif, 7,5 millions d'euros. Et 4, préfinancement de tout le projet. Alors, on a pas mal d'éléments comme ça sur même la superficie nécessaire pour le déploiement des groupes. Il fallait avoir, on dit que c'est pour chaque centrale de 20 MW, il faut environ 4 hectares de terrain. Pour Cancan, il n'y a pas de problème, mais pour Seguiring, c'est écrit là, il faudra un terrain approprié. On pourra utiliser l'ancien emplacement où était destinée une centrale solaire, ancien promoteur coréen, à 1 km après la rivière. Alors, on a pas mal comme ça, même de données techniques. Ce sont des groupes de 26 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur. Donc, il y a pas mal d'éléments. Voilà pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui sur la question de la centrale qui était destinée à la ville de Seguiring, entre autres, Monsieur Camara. Peut-être que vous n'avez pas ces informations. Non, honnêtement parlant, je n'ai pas cette information parce que moi, le dossier que nous, à l'époque, la CGP avait reçu pour donner son point de vue par rapport à ce projet, c'était une centrale qui devait être démontée pour être installée en Guinée. Et compte tenu de l'âge de la centrale, la position de la CGP n'était pas favorable par rapport à ce projet. Et le projet a été fait par le ministère de l'Énergie. Donc ici, moi, je vous recommande ici de prendre contact avec le ministère de l'Énergie qui a piloté ce projet, qui va vous donner peut-être d'autres informations que je n'ai pas. D'accord. En clair, 6,5 millions d'euros au moins ont été décaissés pour ce projet. 3 ans après, pour quel résultat? Je dis finalement 6,5 millions d'euros au moins, donc soit au moins 60 milliards de francs guinéens, ont été décaissés pour 2 turbines à gaz, mais jusqu'à date, aucun résultat encore sur le terrain.
Oui, ça, ce sont des commentaires. Moi, je ne pourrais pas faire de commentaires sur ça. Mais ce que je vous recommande, peut-être le ministère, le ministère de l'Énergie a désigné un chef de projet. Donc, essayez de prendre contact avec le ministère de l'Énergie pour vous donner plus de détails là-dessus. Voilà. Ce qui est sûr aujourd'hui, ce projet avance. Elle est presque terminée. Et maintenant, ça sera mis à la disposition de EDG pour exploitation. Voilà, au moins c'est dit. Le directeur général d'EDG en direct ce matin, en exclusivité chez les juges. Allez-y, Tamba. Un projet qui avance avec 8000 litres par heure. Nous sommes autour d'un montant de 37 milliards 440 millions de francs guinéens, rien qu'en consommation de gasoil. Est-ce que vous pensez que ce projet mérite d'être poursuivi quand on sait que EDG, la clientèle ne rapporte finalement, corrigez-moi si j'ai tort, finalement que 1 milliard 600 000 par mois donc sur les factures d'EDG à Cancan. C'est bien cela? C'est effectif. Bien. Maintenant, ce qui est sûr aujourd'hui sur le projet, nous sommes en train de réfléchir comment on peut, puisque déjà la centrale est installée, tout est là, nous sommes en train de réfléchir quelle exploitation nous allons donner à cette centrale. Donc ça demande des réflexions. Il y a des discussions déjà qui sont engagées avec le maître d'ouvrage. Donc nous avons encore des réunions là-dessus. Nous sommes en train il faut d'abord la finir, faire tous les essais et faire les réceptions, tout, et la rendre disponible. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Et là, on verra quelle suite on va donner à cette centrale. Voilà, envisager par exemple de l'offrir à la Guinée-Bissau, sans oublier que ça vous fait quoi, 30 à 40 années d'existence déjà. C'est une centrale qui a été déclassifiée du côté du Maroc, un véritable potentiel de pollution qui est quand même ramené du côté de Cancan. En tout cas, c'est des alertes comme ça que nous soulevons. Mais DG, on va certainement aborder ce sujet. On ne peut pas vous avoir sans. La question, c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec le conseil d'administration de DG? Bon, je ne voulais pas aborder cette question ici, s'il vous plaît. En fait, je veux quand même insister pour une simple raison. Vous avez fini des sujets techniques que vous aviez. Est-ce que ça, c'est fini? Si, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Voilà. Si vous avez des questions techniques, parlez-moi de ça. Voilà. Oui. La gestion d'une entité publique nous concerne de DG. Lorsque nous apprenons que 3 mois après le démarrage de l'exercice budgétaire 2023, jusque-là, le budget n'a pas été validé par le conseil d'administration. Vous comprenez que nous, en tant que journalistes et Guinéens, nous ayons le droit de vous interpeller sur le sujet. Quelle est la situation aujourd'hui? Nous sommes en train de mettre tous les bouchées doubles pour pouvoir tenir ce conseil d'administration qui était prévu le 31 mars. C'est le dernier conseil, comme on avait des travaux à faire, et donc le 31 mars, nous avons tenu le conseil d'administration. Mais il y a eu des problèmes de calendrier qui ont fait, et nous avons alerté le conseil d'administration par rapport à cette situation que nous sommes en train de corriger. Très bien. DG, donc, voilà. DG, alors, comprenez, ça c'est un peu à votre management que je m'adresse ce matin. Un conseil d'administration qui a été plutôt demandé, je pense qu'il faut le dire par plusieurs moments, il a été reporté certainement pour les obligations que vous évoquez, mais vous n'êtes pas l'État. Vous n'êtes pas l'État pour avoir un tel retard sur la construction de vos budgets et leur validation par le conseil d'administration. Un pilotage à vue à EDG? Ce n'est pas un pilotage à vue. Ce que je vous explique, je dis il y a eu des retards, comme on appelle, dans les activités. Donc, ce retard nous a permis d'avoir ce... Mais le conseil d'administration était pour le 31 mars. D'accord. Diba, permets, s'il te plaît. Permets. Alors, il y a des choses bien plus graves dans cette situation. Mais s'il était prévu le 31 mars, nous sommes en avril, il se tiendra quand finalement? Écoutez, s'il vous plaît. Nous sommes là pour discuter aujourd'hui de la situation. Non. On parle de votre gestion du secteur, monsieur le directeur général. C'est un tout. Vous n'allez pas rejeter ces sujets.
Je ne rejette pas le sujet, mais je vous dis actuellement, par exemple, je vous avais sorti d'une réunion pour venir m'asseoir. Oui, ça c'est très bien. Et on le loue. On va l'inviter. Je termine quand même. Je vais vous laisser, mais je termine quand même avec deux sujets. Pour le respect des auditeurs, j'ai accepté d'être avec vous pendant ce moment. Justement, pour le respect, mais... Mon objectif d'abord, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse plus la population, c'était de savoir... C'est quoi aujourd'hui? C'est couper DG. Et c'est ce que la population voulait entendre. Monsieur le directeur général. Par rapport à... oui, monsieur le directeur général, ça c'est une expression avec laquelle moi j'ai un problème. Ce n'est pas un respect des auditeurs. Vous vous soumettez simplement à un exercice démocratique, celui de rendre compte, parce que vous gérez au compte de l'État. Et c'est ce qui m'amène quand même à vous poser cette question. Avant vous, il y a eu pas mal de bruit autour de la gestion financière de EDG. Mais dites-moi si j'ai tort. C'est un courrier du président du conseil d'administration qui s'adresse à vous et qui est inquiet par rapport à la gestion d'EDG. Et il dit très clairement qu'il ne comprend pas que les états financiers de EDG ne soient pas arrêtés à date par le conseil d'administration. Et il n'a aucune visibilité sur les contrats que vous passiez. DG, c'est grave. Bon, ça c'est votre interprétation. Mais ce qui est sûr, quand moi je suis arrivé, les états financiers de 2019 n'étaient pas arrêtés. 2020 n'était pas arrêté et 2021 n'était pas arrêté. Nous avons commencé d'abord à arrêter les états de 2019, de 2020 et ensuite travailler sur 2021. C'est tout le problème. Moi j'ai trouvé au moins 2 exercices qui étaient là. Il fallait travailler sur ces 2 exercices pour pouvoir finir avec ça. D'accord, monsieur le directeur, moi j'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est toujours par rapport à vos rapports avec le conseil d'administration. Normalement, pour toute orientation, recrutement, il faudrait que le conseil d'administration soit saisi. À titre d'exemple, en violation de l'article 21 des statuts DDG et de l'article 28 de la loi 056, qui indique que le conseil d'administration DDG doit préalablement approuver le recrutement du personnel d'encadrement avant que vous ne procédiez à la nomination du personnel. Vous avez procédé à plusieurs nominations de cadres sans recueillir l'approbation du conseil d'administration DDG et à date, les évaluations demandées de ces cadres ne sont toujours pas parvenues. Est-ce que vous ne pensez pas avec une telle sortie... Ça, c'est le courrier que vous avez lu. OK? Alors que ici, nous avons, comme on appelle, quand nous sommes venus, nous avons fait la structure, on a présenté la structure ici en conseil d'administration extraordinaire au conseil d'administration. Donc, nous avons présenté la structure. Ensuite, quand nous avons fait des nominations, tous les CV des personnes qui ont été nommées ont été soumis au conseil d'administration pour approbation. Et ensuite, il est prévu, comme on appelle, de faire une évaluation des cadres. Mais tout récemment, nous avons signé comme on appelle, des contrats d'engagement avec le ministère de l'Énergie. Et par contre, aussi à EDG, chaque directeur a signé son contrat de performance. Donc aujourd'hui, on a défini les règles du jeu sur laquelle on va les évaluer. C'est ce qui est fait. Donc c'est vrai qu'il faut d'abord donner du temps pour pouvoir. Tu vas pas aujourd'hui faire signer un contrat à quelqu'un de performance aujourd'hui à quelqu'un et demain l'évaluer. Bien. On va vous inviter dans ce studio pour voir plus clair. Je pense que c'est mieux. Et puis, DG, vous avez pris des parts à une société privée. Ouais. Justement, je crois que c'est sur la question de la fibre. Vous avez pris des parts et le conseil d'administration, et ça c'est une question majeure. 15%. Une prise de part sans l'aval majeure, sans l'aval du conseil d'administration DG. Est-ce que là-bas, finalement, permettez DG, quand j'ai lu ce courrier DG, je vais vous dire ce que j'ai pensé. Quand j'ai lu ce courrier, j'ai pensé que à la fin, c'est comme quand on est chez soi. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous ne rendez pas compte, vous décidez d'envoyer l'argent de DG quelque part sans que le conseil d'administration n'apporte son aval. Est-ce que vous réalisez que vous vous exposez vous-même vis-à-vis du conseil d'administration et pourquoi pas vis-à-vis de l'État? Non, ça c'est ce que vous avez lu dans ce courrier-là. Oui, un courrier que vous avez reçu et qui est officiel. Écoutez-moi, oui, le contrat, tous les contrats que nous avons signés a été soumis, a été présenté. On a fait une session spéciale pour présenter tous les contrats comment on appelle, au conseil d'administration. Ensuite, le contrat dont vous parlez maintenant, là, comment on appelle, par rapport à la fibre optique, ce contrat a été approuvé par l'ancien conseil d'administration.
Moi, j'ai trouvé ce dossier-là sur la table qui était en signature lorsqu'il y a eu, lorsque j'arrivais ici. Ce contrat avait été déjà discuté avec l'ancien conseil d'administration qui avait approuvé. Le contrat avait été établi et c'est quand moi je suis arrivé que le contrat a été signé. Ça ne vous soustrait pas à l'obligation de le faire passer. Mais l'administration, c'est une continuité. Attention, Lamine, attention, avant de prendre des parts, c'est de l'argent qui va certainement être dégagé en prenant des parts, mais ça c'est validé à l'intérieur d'un budget. Quand on dit qu'on a pris le plan, EDG n'a déboursé aucun sou. Oui, mais vous prenez des parts, ça procède de planification. Oui. Parce qu'on utilise les installations de EDG qui sont, comme on appelle nos poteaux, c'est ce qui représente notre part dans ce contrat. Alors, il vous en coûtait quoi, DG, finalement, de soumettre ça à une relecture du nouveau conseil d'administration? C'est ce que j'ai dit, que nous avons présenté tous ces contrats au conseil d'administration. C'est pas ce que dit le CA, parce que... Oui, je dis le CA, il n'est pas le seul membre, il y a d'autres membres, allez-y interroger d'autres membres de conseil. Oui, mais c'est vrai, c'est lui qui signe, mais à la lecture, on sent qu'il écrit au nom du CA quand même. Et surtout... Ce que vous dites est grave, et le président n'est pas le seul membre, mais il parle quand même au nom de tout le conseil d'administration. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au sein de votre conseil d'administration, les uns et les autres ne s'écoutent pas? Il y a peut-être des fractions. Attendez, il ne faut pas qu'on engage la polémique. Vous voulez comprendre ou vous ne voulez pas comprendre? Allez-y. Le but est de comprendre. Voilà, le but est de comprendre. C'est ce que j'ai dit. Tous les contrats, tous les engagements de EDG, nous avons présenté tous les contrats ici. On a fait une session où on a présenté tous les contrats. Sauf que le courrier, par exemple, dit, il y a un point qui dit clairement, nous n'avons aucune visibilité. Nous n'avons aucune visibilité sur les contrats signés au nom de DG et dépassant le seuil de 10 milliards de francs guinéens, seuil au-dessus duquel l'approbation du conseil d'administration est requise. C'est-à-dire que ce n'est même pas tous les contrats qu'ils demandent, mais tous les contrats dont la valeur dépasse les 10 milliards doivent leur être soumis pour approbation. Mais là, c'est clair, ils le disent. Vous ne leur avez rien soumis du tout. Ok. Ça, c'est ce qu'il dit. Il a de mauvaise foi, selon vous? Non, ça, je ne commande pas ça. Bien. Voilà. Allez, madame Yo, on revient sur cet autre point. Un autre point, peut-être, c'est que l'un des points également qui vous est reproché et que moi, j'ai du mal à comprendre, c'est qu'avant chaque conseil d'administration, normalement, il y a un ensemble de documents qui doivent être versés. Mais notamment, on dit avant chaque réunion du conseil d'administration, le directeur général adresse aux membres du conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de la société, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la société. Mais ils expliquent que vous ne leur soumettez même pas ces documents. Finalement, c'est quoi vos rapports avec le conseil d'administration? Mes rapports avec le conseil d'administration sont au beau fixe. Mais ce qui est sûr, comme on a fait, c'est un courrier qui a été envoyé, qu'on va apporter une réponse à ce courrier. D'accord. Il y a quand même cette autre actualité, c'est l'éclairage public. On salue, moi particulièrement, je salue cet éclairage, c'est très très beau. Quand vous êtes dans le ciel, vous voyez Conakry, lui, ça devient un petit astre perdu ici dans la nature. Beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus en sécurité désormais en ayant cet éclairage-là. Mais deux questions. L'une découle de vos communications à vous, c'est la question de l'impréparation de ce processus. Semble-t-il, il n'avait pas été planifié, ce qui m'amène à la question de savoir d'où sont venues les ressources et comment est-ce que ça a pu être exécuté. La deuxième question, c'est un peu le gaspillage de l'énergie. Déjà aujourd'hui, vous circulez un peu partout, les lampadaires sont allumés. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas de maîtrise de ces circuits-là? Premièrement, c'est un projet qui n'est pas encore réceptionné. Les entreprises continuent à travailler. Et pour finir, selon la description du cahier de charges, on n'a pas encore réceptionné ces lampadaires. C'est pour cela, aujourd'hui, même quand un poteau est cassé, vous voyez, c'est l'entreprise qui remplace parce qu'elle n'a pas terminé. C'est vrai, la ville est éclairée, mais selon le contrat, les travaux ne sont pas encore terminés. Donc, ils sont sur les finitions des travaux. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici.
Parce que si, tant que nous n'avons pas fait une réception provisoire, jusqu'à preuve de contraire, le travail n'est pas fini. Et ça continue. Si vous voyez même sur la route de Prince, de Anko 5 jusqu'à Kagelé, ça continue, c'est pas encore terminé. Vous savez, c'est des projets qui ont été donnés au fur et à mesure. À certains, ils n'ont pas eu le même délai. Donc, il y a d'autres qui continuent à travailler, d'autres ont fini, d'autres continuent à travailler pour achever le travail. Parce qu'il faut faire la réception définitive de comment on l'appelle, du projet. Ouais, bien. C'est ça. Même sur le gaspillage, le fait que ça reste allumé toute la journée, est-ce que c'est pour vous permettre d'observer ou alors c'est parce que... Non, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est problème technique aujourd'hui, est à la charge de l'entreprise. C'est l'entreprise qui est en train de faire ses réglages. Donc, ils observent les lampes qui ont des problèmes et ils travaillent sur ça. Voilà. Donc, nous, ce que nous avons, le jour, ils vont nous écrire pour dire, OK, on a fini, venez réceptionner. Là, en ce moment, nous, notre équipe aussi est là pour vérifier et valider en fonction du cahier de charge, est-ce que ça a été exécuté comme ce que le cahier de charge dit. Donc, nous allons regarder tout ça en détail avant de faire une réception. D'accord. Déjà, je vais vous ramener sur le transport d'énergie. Ça va être peut-être ma dernière question. Vous avez dit que ce sont des projets qui prennent tout cela en compte. Mais j'ai pu comprendre aussi que finalement, puisque ça ne relève pas de vous directement, il n'y a pas de perspective claire. Nous produisons, mais nous ne pouvons pas consommer. Qu'est-ce qui est en vue et qu'est-ce que vous suggéreriez aujourd'hui pour que la quantité, par exemple, qui nous vient de Souapiti soit vraiment consommée ici? Et puis l'autre chose, c'est la situation de ceux qui sont à proximité des barrages. C'était déjà les plaintes comment on appelle ça, de ceux qui sont à proximité des Kaleta. C'est la même réalité pour ceux qui sont à Souapiti. Ils n'ont pas de courant. Ils entendent le barrage, ils le voient même, mais eux, ils n'ont pas de courant. C'est les autres qui ont le courant. Comment ça s'est fait? Merci de la question. En termes de transport, je pense qu'il y a des perspectives déjà pour consommer l'énergie de Souapiti. Et vous verrez qu'aujourd'hui, avec le développement des lignes de transport, qui sont en cours maintenant là, l'énergie de Souapiti pourrait être consommée. Mais le plus grave, si aujourd'hui, on reste assis pour dire qu'on a suffisamment d'énergie à Souapiti Kaleta et qu'on ne développe pas d'autres barrages, ça va être un peu difficile pour la Guinée. Donc aujourd'hui, le seul barrage qui est en construction aujourd'hui, c'est celui de Amaria. Donc il faut se battre, il faut tout faire pour ne pas que ce projet s'arrête et que ce projet doit être terminé dans le délai. Ce qui nous permettra, comme on appelle, de soutenir encore la production. Et même ça, il faut encore développer d'autres barrages, par exemple le barrage de Fomi, qui est aujourd'hui, qui avait déjà démarré mais qui a été arrêté. Donc il faut éviter que cela n'arrive à d'autres projets. Donc ça, c'est le côté transport. Mais sinon, en termes de développement de lignes, il y a un schéma directeur du transport qui a été fait et il y a un schéma directeur de la production qui a été élaboré par le ministère de l'Énergie. Donc si nous suivons ces deux schémas-là, aujourd'hui, je pense que dans les prochaines années ou dans le futur, on n'aura pas assez de problèmes. Mais avec aussi l'interconnexion, quand tu vois dans la sous-région, le seul pays capable peut-être de nous donner un peu d'énergie, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, les autres pays limitrophes n'ont pas les moyens de production. Donc, c'est la Guinée seule qui peut aujourd'hui aussi donner du courant à ses voisins. Donc, par conséquent, nous, le fait qu'on ait suffisamment d'eau, nous devons continuer à développer nos installations hydroélectriques. Ce sont dit. Voilà. Maintenant, la question de savoir si pourquoi les villages environnants n'ont pas de courant, ça, c'est une question du projet. Mais aujourd'hui, nous prenons toutes les dispositions, aujourd'hui, par exemple, pour développer les réseaux de distribution au niveau de tous ces sites-là, de tous ces villages aux environs. Sinon, quand vous regardez dans les contrats de transport aujourd'hui, tous les villages qui sont aux environs des lignes doivent être alimentés. Tous les villages qui sont aux environs des postes d'interconnexion doivent être alimentés. L'exemple ici, aujourd'hui, vous avez Kolabouin, qui est une sous-préfecture, qui est alimentée. Vous avez Kamsa, qui est alimenté aujourd'hui par le réseau de EDG. Vous avez Korira qui est alimenté, qui est même un district qui est alimenté. Les Baralandais qui sont tous alimentés. Donc pour vous dire que s'il y a la disponibilité autour d'un poste, nous faisons des efforts pour alimenter tous ces villages aux alentours des postes aujourd'hui. Donc ce qui signifie, le poste de Mali aujourd'hui qui est à Mali, quand il va être alimenté, tous les villages aux environs seront alimentés. Que ce soit des districts, mais de gros villages seront alimentés en énergie électrique. Donc pratiquement, ce côté-là va être corrigé au fur et à mesure.
Voilà. Le directeur général DDG en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Madame Yoro, vous n'êtes pas convaincu par rapport à ce contrat? Je suis en train de regarder le contrat Car Power International, Car Power Ship sur le bateau en fait. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de cachet de l'autre côté, parce que du côté de EDG, on a bien vu que c'est le DG d'alors, Bangali Konaté, qui a signé et on lit carrément, clairement le cachet de EDG. Mais de l'autre côté, il y a juste la signature, le nom de la personne qui a signé, mais il n'y a pas de cachet. Est-ce que ce n'est pas une source de suspicion? Ni même ses fonctions. Non, ça dépend. Il y a beaucoup de trucs où les gens, le cachet, c'est pas, ça ne veut rien dire. Ouais. Il y a beaucoup de le cachet ne veut rien dire. On ne connaît pas la qualité. C'est comme le décret aussi, on ne peut pas cacher un décret. On ne connaît pas les qualités de celui du signataire. Je comprends. Il y a juste un nom et une griffe, mais ces qualités ne sont pas là. Il n'y a pas le sceau de l'entreprise. Vous voulez qu'un contrat, quelle appréciation je peux donner à ce contrat? Pardon? Non, en fait, c'est une question que nous posons. Moi, je suppose que puisque le directeur général DDG a signé et a mis son cachet, c'était tout à fait normal que de l'autre côté, la personne qui a signé, parce qu'ici on parle d'un directeur commercial, connaît quelque chose, un saut de l'entreprise, quelque chose comme ça, un cachet. Et si vous pensez que c'est pas source de suspicion, de notre côté, c'est pas le cas. Oui, parce que le bateau était là, il a produit. Si le bateau n'était pas venu... Non, c'est par rapport au contrat. Oui, le contrat a été signé, le bateau est venu, le bateau a produit, le bateau a été payé. Et le bateau est parti. Bien. Où est le problème? Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Camara, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On espère vous avoir dans ce studio, évidemment, parce que c'est très important. Merci beaucoup en tout cas, mon cher ami. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Mais allô, Guerci. Oui. Il y a une question qui est restée. Oui. Laquelle? Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est de demander à la population guinéenne au moins d'utiliser le courant comment on appelle, de la bonne façon. Parce qu'aujourd'hui, hier, par exemple, le départ, comment on appelle, Kobaya, était à 17 MW. C'est-à-dire, il y avait une charge incroyable. Ouais, un surplus, ouais. Voilà, un surplus. Donc, tous les habitants de Kobaya, aujourd'hui, se sont dotés de marmites électriques. Ouais. D'accord. Les gens comprennent que, voilà. DG, voilà. Et vous savez, Adafo Média est très spécialisé dans ce type de communication. Ça peut faire l'objet d'un marché, pourquoi pas, avec nos services commerciaux. Et on fera ça pour vous. Voilà. C'est ça. On pourra vous aider là-dessus. Pour l'éducation des citoyens, on peut faire ça. Merci beaucoup, mon cher DG. C'est pas possible. Merci beaucoup, Camara. À très bientôt. Voilà. Merci à vous, à l'international, mesdames et messieurs. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, carrément, avec notre invité de parcours ce matin, Jean-Claude Beaujour, avocat international. On parle des jeux politiques ce matin, mesdames et messieurs, avec vous. Et puis à cette année également aussi pour vos propos. On revient à 11h. Tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Tous les matins en direct, en simultané. Merci à vous qui nous rejoignez à Mamou. Vous nous écoutez là sur 99.7 en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent également du côté de Gekedou sur 99. Voilà, Gekedou sur Makona FM évidemment. Mesdames et messieurs, l'actualité, vous le savez très bien, Washington ne masque pas son inquiétude. L'apparente fuite donc de documents classifiés américains pose un risque très grave pour la sécurité nationale des États-Unis. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, les États-Unis a estimé le ministère américain de la Défense, le porte-parole du Pentagone, n'a pas voulu donc se prononcer sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaillait donc à déterminer s'il l'était ou non, mais à noter que les photos diffusées paraissaient contenir des informations sensibles. Ce matin, mesdames et messieurs, on en parle dans notre émission avec Jean-Claude Beaujour, avocat international, spécialiste des États-Unis. Il sera en direct ce matin depuis Paris avec nous dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Voilà, mon cher Jacques, on a écouté le directeur général. Je l'espère l'avoir évidemment en studio ici à la radio parce que je pense que c'est important. Des questions qui fâchent. Et tu vois, c'est beau. Tamba a rappelé quelque chose à dire que c'est un exercice démocratique. Et je pense que c'est super important. Oui, moi, j'apprécie, même si la dernière fois il nous a fait faux bon, mais j'apprécie qu'il accepte de prendre la parole et de s'expliquer longuement sur un certain nombre de choses. Ouais. Et
je crois qu'il faut comprendre. Il est dans la distribution, il n'est pas dans la production. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à la production. Au département directement. C'est pourquoi je cherchais à savoir si le transport de l'énergie, qui explique en partie le problème que nous avons aujourd'hui à Conakry et même dans certaines villes du pays, relevait des EDG. Donc, d'après ces explications, ça ne relève pas des EDG, c'est vraiment les contrats que l'État a passés avec les sociétés qui ont construit les barrages qui déterminent qui doit s'occuper de ça. Et je crois que ça devrait partir de la responsabilité intégrale de ceux qui ont construit les barrages. C'est-à-dire ils construisent, je reprends ces explications, et puis ils assurent le transport. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés à assurer, n'est-ce pas, le transport de notre propre énergie à l'intérieur du pays. C'est pourquoi vous avez en Zérékoré, par exemple, vous ne pouvez pas prendre le courant de Souapiti ou de Kaleta. On est dans l'obligation d'aller chercher en Côte d'Ivoire parce que, d'après les spécialistes, c'est moins cher de prendre là-bas que de faire le transport de la basse-côte pour l'intérieur du pays. C'est la même réalité qu'on connaîtra pour toutes les préfectures de la Guinée forestière. Le cas de l'abbé, il est revenu longuement là-dessus. C'est très important. Aussi. Donc, on est on parlait donc avec celui qui s'occupe de la distribution, de la commercialisation, il faut dire, de cette électricité-là. Maintenant, d'autres problèmes liés à ce que dit le conseil d'administration, ce sont des questions qui restent ouvertes et qui restent entendues. Et je pense que dans le cadre d'une contradiction avec le PCA, avec le conseil d'administration, il va pouvoir répondre à ces questions qui sont quand même, en tout cas, qui sont essentielles, pour la conduite d'une entité comme EDG. Si vous avez un conseil d'administration, il y a des règles qu'il faut respecter. S'il n'y a pas de lisibilité sur votre gestion, je crois qu'il va falloir s'expliquer non seulement devant le conseil d'administration, mais que les autres y comprennent. Par exemple, le citoyen lambda. Et l'autre aspect que j'ai pu constater après, aussi, c'est à voir, ces conseils d'administration, ne les prenez pas non plus comme si c'était, je vais dire, des saints, quoi. À un moment donné, il y a tellement de choses qui se passent dans ces conseils d'administration. Les conseils d'administration je sais de quoi je parle, mais voilà, je sais de quoi je parle. Les conseils d'administration ne sont pas sains. Lorsque les conseils d'administration font le constat d'un certain nombre de manquements au sein d'une entreprise, il revient à l'entreprise de prouver qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de faute. Donc je pense que ça c'est la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on disait avant avec l'OGP, mais après les gens ont trouvé qu'il y avait de la vérité dans ce que le conseil d'administration avait dit. Donc il ne faut pas rejeter. D'emblée ce que le CA a dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on rejette d'emblée. Il y a encore la possibilité, mais toujours est que au niveau de ces conseils d'administration, il y a des sorciers souvent. Il revient. Voilà, qui demandent de l'argent au DG, et si tu ne cèdes pas, et puis voilà, ils disent on va essayer de faire un rapport pour t'accabler. Je sais un peu comment ça se passe. Il revient au directeur des EDG de se défendre. Et si par exemple il y a ces comportements, ces attitudes qui riment avec de la corruption, il faut les dénoncer. Parce que les conseils d'administration, souvent ils sont mal placés pour dire on va essayer de dénoncer, mon cher Jacques. Mais on peut dénoncer. On peut dénoncer l'attitude des membres du conseil d'administration. Je ne dis pas le contraire. Je te dis un petit peu ce qu'il en est. Parce que s'ils ne dénoncent pas, c'est qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Pas forcément. Pas forcément avec ces pratiques. Mon cher ami. Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dénoncez. Mais c'est ce que je dis justement. Vous dénoncez pas, c'est trop facile de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, c'est que vous cherchez vous êtes seul contre tous. C'est ça le problème aussi. Non, vous ne pouvez pas être seul contre tous. Si vous avez une gestion transparente, vous n'avez pas besoin de chercher une couverture. Vous avez des éléments de preuve. Si vous avez engagé une dépense, vous avez des factures. Si vous avez pris une décision, vous avez respecté les procédures. Vous n'avez pas besoin de chercher la couverture d'un conseil d'administration. Vous avez juste à vous défendre. Je pense que ça, c'est comme ça ça doit pouvoir marcher. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'autre chose, sincèrement, je termine par ça. S'il te plaît, sur ce point, je trouve quand même qu'il a eu une attitude sage. Vous savez, on a eu d'autres gestionnaires ici qui, lorsqu'il y a ce type de fuite d'informations, vous les appelez, mais ils descendent en flammes leur CA ou leur responsable.
lui, c'est réservé quand même. Il a été assez réservé là-dessus. Vous avez dû remarquer qu'il n'a pas du tout... Il faut avoir du jus, il faut avoir du jus, Mohamed. Ça, c'est très important. Et ça, là-dessus, je trouve que c'est quand même assez responsable et très intelligent de sa part. Oui, maintenant, les reproches, je te rejoins, les reproches du conseil d'administration, on ne peut pas comme ça les balayer du revers de la main. Il faut nécessairement que lui-même, heureusement qu'il nous dit que déjà depuis le 31 mars, il travaille justement maintenant à préparer le prochain conseil d'administration. Heureusement qu'il le dit, mais il faudrait quand même, parce que les reproches quand même soulevés sont extrêmement précis et importants. Je termine, Lamine, par cela. Le constat, j'ai pu l'écouter sur le cas, par exemple, de Zérékoré. Je crois que c'est Zérékoré ou... Non, il n'a pas... Enfin, Douboké plutôt. Non, il a parlé aussi de Zérékoré. Après, il a parlé aussi d'autres villes. Ce que j'ai dit, c'est par rapport à la commercialisation aujourd'hui de l'électricité. Si vous avez une quantité, quelle que soit celle que nous devons consommer, si on doit vendre à perte, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Il va falloir... Non, mais c'est Thomas qui a bien fait de poser cette question. Il parlait de la Haute-Guinée, de Cancan. Voilà, c'est bien cela, de Cancan. Si on doit continuer à vendre à perte, je sais que si ça dépasse aussi le coût actuel, tous les citoyens ne peuvent pas supporter. Mais il va falloir aménager un mécanisme. Oui, mais ça, ce n'est pas que pour Cancan, mais pour Conakry. Oui, mais ça, c'est pour toute la Guinée. La vérité est que l'électricité, qu'on le reconnaisse ou pas, elle est subventionnée. Maintenant, la question peut-être sur la Haute-Guinée, moi j'ai un gros problème. Pourquoi chercher à mettre des centrales? La subvention, c'est autre chose, Mara. La subvention, c'est autre chose. Non, la subvention devrait aider EDG à avoir son argent. Oui. Mais si la subvention même ne suffit pas à compenser, n'est-ce pas, le déficit, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais moi, j'ai un autre gros problème avec ce qui se passe en Haute-Guinée. Pourquoi aller chercher un vieux groupe de 35 ans à Tanger, qu'on avait déjà sorti du réseau marocain? Les Marocains, toi, tu sais combien ça peut coûter cher, justement, de démanteler une telle unité. Et on parle aujourd'hui, les écologistes, ils ont à l'œil tous les gouvernements du monde. Comment s'en débarrasser? Les Marocains nous ont refourgué le groupe. 6,5 millions d'euros pour toute l'opération. Aller démanteler le groupe, mettre cela dans les bateaux, déjà le transport vers le port, les mettre sur les bateaux, les acheminer vers la Guinée, préparer les terrains ici, les installer et jusqu'à la mise en activité. Bon débarras pour le Maroc, qui lui s'est débarrassé de ses 40 mégawatts. Mais d'ailleurs, quand vous regardez, vous vous rendez compte que directement derrière, c'était une autre centrale de 400 mégawatts qui a remplacé ça. 35 ans d'âge, vieux. On me dit de 6 à 8 000 litres par heure. 6 000 litres par heure. Mais ce dont on te parle, ce n'est pas du fioul, hein? C'est du gasoil dont on te parle. C'est précisément 8 000. Ça, c'est important de le préciser. Non. 8 000. Vous imaginez? Mara, vous imaginez? C'est le gasoil dont on vous parle. On vous dit au démarrage, parce que le document technique dit au démarrage gasoil et basculement à HFO. Donc c'est lui-même qui le transforme. Mais vous imaginez déjà le coût. Déjà le gasoil, il coûte cher. Et c'est pas n'importe quel gasoil. Alors, et on vous met ça où? En Haute-Guinée. L'autre problème qu'on a là-bas, Lamine, on vous dit qu'il y a des ingénieurs qui travaillent quand même, qui proposent. Je vais terminer là-dessus. En fait, je veux vraiment te laisser, mais tu vois ce que ça fait? Ça, c'est... Vous savez, quand on a parlé de la centrale flottante, on parlait de 4 millions par mois. 4 millions de dollars. Mais ça, c'est avec tous les frais. La mine, ça, c'est plus de 4 millions de dollars. Carrément. Wow. Ça sera rien que pour sur la le carburant. Sans le personnel, sans les filtres, sans l'huile, sans l'entretien. Rien de tout ça. Ça coûte plus de 4 millions de dollars. Et la sur le carburant. Ça m'amène à la question. Ce pourquoi j'ai coupé Mara tout à l'heure, ça m'amène à la question. Est-ce que auprès du département ou à EDG, il n'y a pas des gens qui ont du carburant à vendre en Guinée? Ouais, possible. Ce qu'on va faire, on va appeler le ministre si tu veux. Voilà, mon cher Thomas, parce que tu fais bien de poser cette question. Mais bon, allez, est-ce qu'on peut dire bonne foi ce matin, parce qu'il a reconnu quand même que c'est une grosse erreur. Hein. Il l'a dit ce matin, le DG. Non, lui, je le trouve vraiment... Honnêtement, j'ai aimé son langage de vérité sur cette question de groupe. Parce que ce groupe, il ne faut pas l'oublier. Hein. Même si ça apparaît comme un don, mais 60 milliards sont partis dans cette histoire. Un. Deuxième, c'est un vieux groupe, je le dis encore. Ouais. La question est de savoir pourquoi les Marocains l'ont sorti de leur parc. Est-ce qu'il répond maintenant à toutes les normes marocaines ou européennes en la matière? Ça, c'est l'autre question. 3, on va nous envoyer cette quincaillerie là, ici, dans une zone où on a le soleil qui tue les lézards.
C'est-à-dire une centrale solaire. C'est l'affaire de Cancan. Tu as de l'espace pour ça. C'est-à-dire que Télébébo, Abidja, Abébassafa. Mohamed. Et puis, on vous dit là-bas, ce qui a des grandes gueules. On me dit qu'on va vous construire un barrage hydroélectrique, micro-barrage. C'est pas le barrage de Télémélé qui est à l'arrêt là. Hein. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il faut lancer un SOS pour mes amis de Télémélé, pour Amaté Yann Barry et autres. Ouais, il faut ressusciter nous Baldé. Il faut ressusciter leur barrage. Franchement, ils en ont besoin. Ouais. Mais regardez, la bêtise dans ce pays, elle est quand même étonnante. On vous dit qu'on veut faire un barrage à Cancan. Mais regardez tous les cours d'eau de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, vous les traversez à pied. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de prendre une pirogue pour traverser le Milo aujourd'hui. Ouais. Et quelqu'un va vous dire que non, il faut faire des barrages. Ça va être au fil de l'eau, ces barrages. Ouais. Ça va être exactement comme on a fait Garafiri, comme on a fait Kaleta. Mais heureusement que Kaleta, il y a Swapité et Amaria maintenant qui vont constituer les réserves d'eau. Même barrage au fil de l'eau, vous imaginez, c'est qu'en période d'étiage, il n'y a plus de courant. Il faut de l'énergie solaire. Quelqu'un va encore dire pas courant, pas d'eau. Et on va dire non, on vous a donné un barrage. Mais non, ce n'est pas un barrage. Oui. Puisque c'est juste fait à Cancan, la pluie tombe combien de mois dans l'année? Bien. Mais vous laissez tout ça, alors que ce qui était viable, ce sont des centrales solaires, et d'ailleurs qui nous aideraient à la fois sur le plan de l'environnement et sur tous les plans. Vous oubliez tout ça, c'est plus facile à entretenir, c'est moins onéreux. Vous laissez tout ça, vous allez chercher quoi? Des grandes gueules. Centrales et turbines à gaz, même si le DG lui-même ne semblait pas bien maîtriser les caractéristiques de ce groupe. Raison pour laquelle je l'ai interrompu, pour que tu puisses... Mais l'autre question, la mine, si on a le ministre de l'énergie, moi j'aimerais bien comprendre. Voilà. 65... On va essayer de l'appeler. Mohamed, appel cash. Mais c'était pour 2 groupes. Voilà. Où est passé le second? Très bonne question. Parce qu'on ne l'a jamais dit au Guinéen. Mon cher Tamba. Si on ne l'a pas amené, qu'on nous le dise. S'il a été amené, quelle direction le groupe a prise? Merci. Alors justement, tu peux allumer ton micro. Alors justement, je vais embrayer là-dessus. Oui, effectivement, on partait sur 2 groupes, mais finalement, Lamine et mon cher Mara, c'est finalement un seul qui va même être enlevé au Maroc de Tanger et qui va arriver en Guinée. Qu'est-ce qui a pu se passer entre temps, je ne sais pas, ça reste une question à devoir. C'est Ali Souma, le ministre de l'énergie. Voilà, on va l'appeler. Mieux, oui, c'est vrai, tu fais bien de nous donner son nom. Mieux, ce qui se passe, c'est que légitimement, il faut se poser la question si les 6,5 millions de dollars ont été effectivement payés, euros ont été effectivement payés pour les 2. Qu'est-ce qui a pu se passer? La question, elle est légitime aujourd'hui. Alors, oui, on va... Deuxièmement, il faut préciser que le groupe n'a pas été acheté. Attention. Deuxièmement, ce sont les opérations de démantèlement, de transport et de réinstallation. Mais je dis payés. Si les 6,5 ont été payés pour ces opérations, ce n'est pas forcément pour l'achat. Voilà, l'État a quand même dû payer. Il faut davantage mettre les choses dans leur contexte. Je disais tantôt qu'on est autour de 37 milliards 440 millions de francs guinéens par mois, rien que pour le carburant. Rien que pour le carburant. Ce type de groupe m'apprend un ingénieur dans ce domaine. Il m'apprend en fait que les centrales à gaz, dans la plupart des cas, ce sont les pays qui produisent du gaz qui les utilisent. Et il me dit une chose. Il dit ça consomme tellement que on lie la centrale à l'unité de production du gaz. Directement, c'est raccordé. En sorte qu'il n'y ait pas de rupture, le gaz est directement déversé dans les réservoirs et c'est comme ça que les centrales, fonctionnent finalement. Nous, on nous reprend donc ça. Dans la situation où on n'a pas de gaz, il est donc possible finalement d'accéder à ces centrales-là, les exploiter à travers du diesel. Et c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, réfléchissons business. Parce que l'exploitant, c'est EDG qui commercialise. Derrière, il y a du personnel. Et au-delà des subventions de l'État, la mine, pour la ville de Cancan, mensuellement, nous sommes à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. En tout cas, à partir de cette crise, on m'apprend c'est ce que ça va devoir faire. Un truc de 9 milliards en plus. Mais si vous rajoutez le carburant... 9 milliards le carburant que je viens d'évoquer, vous avez jusqu'à 37 milliards par mois, oui. Parce que rien que sur le carburant avec cette centrale... Ouais, ça fait 3,5 millions en fait. Si c'est lancé, non, c'est beaucoup plus. Bonjour à tous. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus la mine.
Je dis encore une fois, c'est beaucoup plus. Les 37 milliards de francs guinéens aujourd'hui, 3 millions. On est à plus de 4 millions aujourd'hui. Oui. Quand vous prenez à hauteur de 9 000 francs guinéens, le dollar. Pour 20 mégawatts, il faut préciser. Vous vous rendez compte, pour 20 mégawatts. Alors que le bateau, c'était 100 mégawatts. Ma question est celle-ci, Lamine. Et le DG lui-même l'a reconnu. La clientèle à Kankan ne rapporte à EDG $1 milliard. qu'1,6 milliard. Ouais. Le problème qu'on a avec ça, et c'est ça la grande différence avec Aboubacar Camara de la SEG. Aboubacar Camara de la SEG a dit à tout le monde, hey, on ne peut pas vous donner du courant à ce prix, de l'eau à ce prix. Si vous voulez de l'eau, il va falloir payer plus. Il a commencé cette procédure au niveau de la SEG. Peut-être c'est des subventions. L'État nous a rendu tellement... Pas de la subvention. Si, enfin, quand je parle de subventions... Tu m'as parlé toi de SEG. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Peut-être on peut dire, ok, la facture est de 100 000 francs. L'État dit peut-être, je vais prendre peut-être 50 000 francs là-dessus, au lieu de donner 150 000 francs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est un peu dans ce sens. À EDG, on vit de ça. Voilà. Clairement. C'est des subventions. On vit de ça à EDG. Ça, c'est un problème. La subvention. Ça, c'est un gros problème. Et donc, c'est de l'assistanat. Nous sommes des éternels assistés. Nous avons cette problématique-là. Ah ben oui. Et deux options peuvent se présenter à nous. La première option, trouver une alternative moins onéreuse. Ah. C'est le solaire. L'expression. Moins généreuse. Oui. Ben oui. C'est le solaire. C'est vrai. Au départ, ça va coûter. Oui. Il faut acheter des milliers de batteries, plaques de mais c'est ce qu'on a fait là, nous d'ailleurs à Kankan avec notre radio là. Mais Lamine, le fait c'est que je vous ai parlé de cette clinique. Sans abuser, c'est la plus grande clinique privée du pays. Les grandes gueules. De notre pays. Notre église l'a construite à l'intérieur du pays, en Nzérékoré. Lamine, ça fonctionne comment? Solaire. Voilà. Mais toutes les maisons, les habitations à l'intérieur de cette clinique, mais la clinique même, les opérations sur la base du solaire. Et tu dis bien Nzérékoré. Et en Nzérékoré. Si c'est possible en Nzérékoré. Mais imaginez Kankan. Ouais, il y a le soleil, tu vois, le climat. Et imaginez Kankan, ce que ça peut donner. Ouais. C'est pas pour rien que on lit comment on appelle le Niger à l'invention du panneau solaire, de l'énergie solaire, parce que ça les a tapés. À un certain point, ils ont dit, bon, comment on va faire? On va transformer ça. Donc, on transforme ça en énergie, et c'est ce que ça a donné. Donc, trouver la bonne alternative. La deuxième chose, Lamine, qu'il faille faire, et ça, c'est clair, c'est ce que je dis. Les grandes gueules. Il faut que les gens payent. Et ça procède d'éducation. Mais au-delà de l'éducation, ça procède de fermeté. Il faut qu'il y ait de la volonté derrière. La pédagogie. De la pédagogie. Et ça se fait par une communication intelligente, raisonnable, qui peut être construite. Mais l'État n'a pas le courage, Lamine. Ce qui s'est passé avec la SEG, c'est ce qui se passe avec EDG. L'État n'a pas le courage de dire, parce que nous avons quand même le tarif le moins cher de la sous-région, côté eau. Oui. Côté électricité, on n'en parle pas. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. C'est pour cela que je parlais de subvention tout de suite. On a comment on appelle ça? Le tarif d'électricité et d'eau le moins cher pour la sous-région. La mine, quand il s'est agi, par exemple sur la question de la SEG, de rehausser légèrement les tarifs donc à la consommation, l'État a dit hey, tu veux nous créer des problèmes à Boubacar. Il faut que tu recules. C'est comme ça qu'il a reculé. Donc on en est à cette situation. Et il faut se dire qu'il faut plus d'investissement, mais il faut plus de responsabilité, aussi bien de la part de l'État que de la part du consommateur, sans compter que vous êtes quand même en face. Je crois que je comprends mieux. Et je pense que la crise sera inévitable à EDG. Bien. Avec ce courrier du président du conseil d'administration, la crise sera inévitable à EDG parce que les faits qui sont invoqués à l'intérieur de ce courrier sont d'une gravité sans nom. Voilà, mais bon, moi sincèrement je prends ça avec des pincettes. Un conseil d'administration, c'est autre chose. Allez-y. Ils font du business. Ils font du business. Ce sont des gars, voilà, à un moment, voilà. Mais sincèrement, je pense que adressé ce courrier au DG lui-même. Tamba, c'est ce que je dis justement. Tu veux qu'on l'adresse à qui? On ne l'a pas envoyé ailleurs. Tu veux qu'on l'adresse à qui? C'est à lui-même. Ce ne sont pas des saints, mon cher Tamba. Et lui-même a reconnu des éléments ici. Allez-y. Sur ce courrier-là, nous sommes au mois d'avril. Comment tu comprends?
Tamba. Non, là, tu es en train d'énerver même les auditeurs. Mais non, c'est toi qui nous énerve là, en fait, sincèrement. Parce que tu es en train de dire que le conseil d'administration, oui, le conseil d'administration. Et alors? Le conseil d'administration adresse un courrier au directeur général de EDG et le directeur général. Je le respecte. Mais quand tu sais comment il fonctionne, Lamine, ma grande, mais tu vas prendre ta tête, sincèrement. Lamine, le directeur général de EDG a dit, si tu permets, je veux terminer ça. Est-ce que je peux placer vous maintenant? S'il te plaît. Lamine, je termine avec cette pas possible. Le directeur général d'EDG lui-même a reconnu. Nous sommes en avril. Le budget de 2023 n'est pas élaboré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous excusez ça comment? Et qu'est-ce qu'il a dit, Tamba, quand même? Il faut être honnête. Mais il gère l'argent public et il y a même alors, pas j'aimerais tout simplement dire ça. Bien avant. Non, Mohamed Mara, permettez. Tu vas réagir. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Je vais te lire ce passage. Écoute bien. Ils disent, d'un point de vue opérationnel, vos actions contribuent à creuser le dysfonctionnement actuel de DG et réveiller par le bas son niveau de gouvernance, déjà très critique. Or, EDG a besoin d'une gouvernance très appuyée et rigoureuse au regard des défis qu'elle doit relever. La partie importante maintenant arrive. Le conseil d'administration et les administrateurs ne sauraient en aucun cas voir leurs responsabilités pénales et ou civiles engagées par les manquements que la direction générale, manquements sur lesquels nous ne cessons d'attirer votre attention. Ainsi, aux fins de prévenir toute situation dommageable pour la société EDG, le conseil d'administration se réserve le droit de mettre en œuvre toutes les actions qu'il jugera utiles et opportunes. C'est clair, il y a quelque chose sûrement qu'on ne nous dit pas, Lamine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont senti des prévarications? Qu'est-ce qu'ils ont senti? Mais on a l'impression que déjà le conseil d'administration veut prévenir quelque chose. Mais il y a aussi des menaces. Hein? Yeah. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui te dit que là, le DG est à l'abri même d'une suspension? Qu'est-ce qui te le dit? Bon, très bonne question, Mohamed. Des questions dont je n'ai pas de réponse.